Un miroir ne ment jamais. Et s'il disait deux vérités? Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave, j'adore voir cette communauté grandir. Dites-moi d'où vous suivez notre chaîne aujourd'hui. Vos commentaires sont précieux pour moi. Plongeons-nous dans le vif du sujet. C'était un matin d'un calme étrange dans la campagne anglaise. Un de ces jours trompeurs où même l'air semble retenir son souffle. L'immense domaine de Lady Clarissa Wren, manoir de Greystone, baigné par la pâle lumière de l'aube, ses couloirs de marbre captant la faible lueur du soleil naissant. À l'intérieur, cependant, la paix régnait. Le cri d'une gouvernante rompit le silence, résonnant dans le grand hall comme une cloche sonnée. Ils ont trouvé Lady Clarissa morte dans sa loge. Les détails, comme le dira plus tard l'inspecteur Legrand, étaient des plus désagréables. Le miroir devant sa coiffeuse était brisé en 1000 fragments, chacun reflétant la lumière comme des éclats d'accusation. La dame elle-même gisait affalée sur sa chaise, une seule blessure à la tempe, causée, semblait-il, par l'un des plus lourds éclats de verre. Un accident tragique, murmurait un certain, mais la position du corps, la disposition calme de ses mains et l'étrange absence de sang sur certains éclats suggéraient un acte plus délibéré. La servante qu'il avait trouvée, une jeune femme timide nommée Alice Cray, était devenue blanche comme le marbre. Entre deux sanglots, elle affirmait n'être entrée que pour apporter le plateau du petit déjeuner de madame. La porte, jurait-elle, était verrouillée de l'intérieur. Les mystères des chambres closes sont de ceux qui éveillent l'imagination et troublent le sommeil des policiers. Il ne fallut pas longtemps avant que la police locale n'arrive, suivie de l'inspecteur Legrand de Scotland Yard, convoqué de Londres avec un air sombre et une réputation d'efficacité. Mais vers midi, un télégramme arriva d'un expéditeur inattendu. Question de psychologie, pas de physique. J'interviens immédiatement. Ige Poirot. L'arrivée du grand détective dans l'après-midi, le train argenté en provenance de Londres s'arrêta à la petite gare de Woodley. Un petit homme impeccablement vêtu en descendit, chaussé de chaussures vernies qui brillaient comme des miroirs, quoique, on le soupçonne, moins que les yeux de celui qui les portait. Sa moustache était magnifique, œuvre de précision et de fierté, et sa démarche était aussi posée que ses pensées. « Monsieur Hercule Poirot ?» demanda l'agent de police qui attendait, hésitant entre saluer ou s'incliner. « Pareil », te répondit Poirot, en ajustant son chapeau avec délicatesse. « Vous êtes très aimable de me rencontrer. Maintenant, allons à la maison, n'est-ce pas? C'est là, je crois, que la vérité nous attend. » Le manoir de Greystone se dressait à l'écart sur sa colline, monument à la grandeur déclinante. Poirot marqua une pause avant d'entrer, son regard scrutant le parc, la symétrie des jardins, la disposition des fenêtres. Pour d'autres, ce n'étaient que des détails. Pour lui, c'étaient les murmures de l'ordre, ou les traces de sa violation. À l'intérieur, l'inspecteur Legrand l'accueillit avec la courtoisie retenue d'un homme qui ne veut pas admettre qu'il a besoin d'aide. « Une affaire tragique, monsieur Poirot », commença-t-il vivement. Une pièce fermée à clé, un miroir brisé et aucun signe d'intrus. La dame était seule, sa porte verrouillée et sa clé à l'intérieur. On dirait un accident. Poirot inclina légèrement la tête, les yeux plissés. « Regarde, oui, mais aux yeux il faut ajouter les petites cellules grises, mon ami. Elles voient en plus que ce que le verre reflète. » La maison des ombres. Pendant l'heure qui suivit, Poirot examina le dressing avec la lente révérence d'un homme déchiffrant une langue étrangère. Ses doigts gantés planèrent au-dessus des éclats de verre, du flacon de parfum intact, du tabouret de coiffeuse légèrement désaligné. Il nota tout, la légère odeur de papier brûlé, l'unique cadre photo manquant sur la commode, le plateau du petit déjeuner intact posé sur la table. « Dites-moi, » demanda-t-il doucement, « Madame Wren était-elle une femme de caractère ?» Legrand haussa les épaules. « Difficile, à ce qu'on m'a dit. Fière, capricieuse, veuve aisée, sans enfant. Elle recevait régulièrement des invités. Il y a eu un dîner ici hier soir, un dîner plutôt tendu à ce qu'on dit. Là, on entrevoit donc la scène avant même que le rideau ne tombe, » murmura Poirot. « Et qui étaient, je vous prie, les acteurs de ce petit drame ?» Legrand déplia un petit carnet. « En neveu, monsieur Édouard Latham hérite de tout. Sa compagne,
Mademoiselle Béatrice Cole, dévouée mais nerveuse. Son médecin, le docteur Finch, est resté tard, prétendant être parti juste après minuit. Qu'un autre invité venu de l'étranger, un certain monsieur Armand Delacroix, français apparemment, une vieille connaissance de Lady Clarissa. La moustache de Poirot tressaillit légèrement. Mon Dieu, un Français? Alors je suis doublement intéressé. Dites-moi où est donc ce monsieur Delacroix maintenant? Parti, dit Legrand. J'ai pris le premier train pour Londres ce matin. Poirot sourit, pas d'un air agréable. Le miroir se brise, le reflet s'enfuit. C'est intéressant. Il se tourna à nouveau vers la coiffeuse, ses yeux brillant d'une curiosité presque enfantine. Voyez-vous, mon ami, ce que nous dit ce miroir? Legrand fronça les sourcils. Seulement que quelqu'un l'a frappé avec force. Poirot se tapota la tempe du doigt ganté. Non, non. Le miroir, c'est symbolique. Il reflète la vérité, n'est-ce pas? Et pourtant, ici, le reflet est brisé. Quelqu'un ne voulait pas se voir. Il se redressa, son expression sereine, mais ses yeux perçants comme des rasoirs. Oui, mon ami, dans cette maison, quelqu'un a tué. Non pas par argent ni par passion, mais par peur de découvrir qui il était vraiment. La maisonnée s'assembla avec le tact d'un homme posant ses pions sur un échiquier qu'il maîtrisait déjà. Poirot demanda le salon, une chambre de damas pâle et de portraits immobiles, et ils y arrivèrent chacun par une porte différente. Chacun avec un rythme différent qui en disait long. L'inspecteur Legrand se tenait près de l'âtre, son carnet fermé, comme pour les avertir que c'était une question de courtoisie plutôt que de nécessité. Poirot s'assit légèrement à l'écart, là où la lumière de la baie vitrée éclairait son visage, laissant les autres dans une ombre plus douce. Il préférait voir, peu lui importait qu'il se sente vu. La servante, Alice Cray, fut amenée la première, encore pâle de son horreur. Elle tortillait un mouchoir par petits mouvements, au rythme effrayé. Poirot lui parlait comme on apaiserait un enfant réveillé d'un rêve qui lui avait laissé un goût de fer. Elle était arrivée avec le plateau du petit déjeuner à 7h30, dit-elle. Elle avait tapé, attendu, tapé de nouveau. Pas de réponse. Elle avait essayé la poignée et l'avait trouvée ferme. Lady Clarissa tournait toujours la clé la nuit. Elle était allée chercher Madame Grillet, la gouvernante, qui était allée chercher Monsieur Latham. Il y avait eu des voix, des pas qui couraient, quelque chose de lourd qui traînait, non. Ce n'était que le souvenir, se corrigea-t-elle, corrigé à nouveau avec une impatience terrifiée. C'était le cri, le sien. Quand enfin la porte céda sous une épaule et une écharde, elle était verrouillée, oui. La clé était là, oui, posée sur le tapis à l'intérieur. Elle en était sûre. Elle le revit plus tard, lorsque le gendarme s'agenouilla pour le ramasser avec son mouchoir. Ses yeux s'embuèrent. Elle n'avait jamais vu autant de verre en autant de morceaux. Poirot inclina la tête, et son regard se porta non pas sur Alice, mais sur la fine montre en or accrochée à son col. Elle présentait une petite entaille sur la lunette, près du fermoir, comme si elle avait heurté une surface dure. Il la rangea avec une centaine d'autres riens qui pourraient, avec le temps, devenir quelque chose. Lorsqu'il la congédia, il la remercia de son courage et lui demanda gentiment si Lady Clarissa avait déjà changé ses habitudes au petit déjeuner. Alice cligna des yeux, réfléchit et secoua la tête. Toujours du thé légèrement infusé, du pain grillé coupé fin, les lettres d'abord, le miroir ensuite. Elle avait une façon, murmura la servante, de s'arrêter devant le verre comme si elle attendait qu'il parle. La moustache de Poirot se courbait presque imperceptiblement. Édouard Latham arriva ensuite, beau, avec la franchise des jeunes hommes qui attendent que les chambres leur fassent de la place. Il exprimait la colère crispée de quelqu'un qui s'offusque des formalités du deuil. Il présenta ses condoléances à l'inspecteur sans les offrir à personne d'autre. Il avait, dit-il, forcé la porte avec l'homme de Legrand et le majordome. Non, il n'était pas en bons termes avec sa tante la veille au soir. Ils avaient discuté après le dîner de la gestion de l'hôtel particulier londonien. Il sourit sans douceur. Tante Clarissa, une femme d'opinion, mais elle n'était pas idiote. Il était allé dans sa chambre peu après minuit et avait mal dormi. Le vacarme l'avait réveillé. Il avait tenté de la ranimer lorsqu'il l'avait trouvée. En vain, bien sûr. Un accident si horrible. Le miroir?
Il détourna rapidement le regard, puis le reporta avec une fermeté maîtrisée. S'il pouvait faire quoi que ce soit pour accélérer les formalités, eh bien, il ne fallait pas laisser le personnel languir dans l'incertitude. Poirot remarqua l'impatience, la modération prudente du ton, la tentative de qualifier la mort d'administration. Il demanda si Lady Clarissa avait des ennemis. Latham émit un léger son. Sa tante avait le don de le faire sentir à ceux qui dépendaient d'elle. Cela pouvait ressembler à de l'inimitié. Mais des ennemis qui tuaient, ce n'était pas Paris. À la mention de Paris, il jeta un coup d'œil involontaire vers la porte, comme s'il avait entendu un nom qui pourrait encore être prononcé. Poirot laissa le mot flotter entre eux comme un léger parfum. Monsieur Delacroix, peut-être. Latham serra les lèvres. L'homme était un revenant d'une vieille frivolité de sa tante. Cartes, champagne, souvenirs, mauvais pour les nerfs, et pire encore pour le porte-monnaie. Il était parti tôt. Latham ne pouvait dire pourquoi. Ce genre de personnes étaient des hommes turbulents. Là, disparus, les poches retournées et ne laissant tomber que des peluches. Béatrice Cole, la compagne, portait sa loyauté comme un châle trop serré. Il y avait de la dévotion dans chaque pli froissé de sa robe et de la peur dans sa façon de ménager ses paroles, comme si elle pouvait la trahir. Lady Clarissa avait été agitée ces dernières semaines, admit-elle, une sorte d'agitation de l'esprit. Elle avait brûlé une lettre la veille au soir, se rappela Béatrice avec un léger tressaillement. Ce n'était rien, un petit mot d'un club de magazine, disait Lady Clarissa, et pourtant les cendres n'avaient pas l'air du gris clair d'un magazine. Le regard de Poirot s'adoucit. Dans le chagrin, Miss Cole avait dit une vérité qu'elle n'avait pas voulu dire. « Et la photo ?» demanda-t-il, désœuvré comme un chat. Il manquait un cadre à la coiffeuse. Les pupilles de Béatrice se contractèrent. Elle l'ignorait. Peut-être la dame l'avait-elle déplacée. Elle envoyait parfois des cadeaux à des œuvres caritatives. Cadres, porcelaine, parfums inutilisés. « Ah !» dit Poirot, si charitable Madame Wren. Mais pas, soupçonna-t-il, avec le passé. Le docteur Finch dégageait une légère odeur de phénix et d'éthique. Il était venu après le dîner soigner le mal de tête de Lady Clarissa. Il avait prescrit du repos et une potion légère, pas de laudanum plus fort qu'une dose pour enfants. Il parlait avec la monotonie assurée d'un homme persuadé qu'en répétant le mot accident assez souvent, le monde renoncera à des synonymes plus laids. La blessure pouvait correspondre à une chute contre la coiffeuse. Il y avait un bleu à la naissance des cheveux, oui. Le vert aurait fait le reste. L'absence de sang sur certains éclats, concéda-t-il, était curieuse, mais pas impossible si le corps s'était affaissé d'une manière particulière, et si les plus gros fragments étaient tombés un peu plus tard, se déloguant, lorsque le tabouret de la coiffeuse avait été bousculé. Son regard croisa celui de Poirot avec une légère irritabilité. « Vous autres, détectives, aimiez toujours les énigmes qui exigeaient une ingéniosité diabolique. Le corps humain s'y prêtait rarement. » Poirot sourit et ne discuta pas. Il demanda au docteur si Lady Clarissa avait parlé de voyage, d'espoir de petits projets trop insignifiants pour être évoqués. Le docteur réfléchit et dit, après un silence, qu'elle avait demandé si, à son âge, on pouvait se faire des callosités là où on avait toujours été fragile. Il supposa qu'elle parlait du cœur. Le regard de Poirot glissa vers la cheminée. La grille avait été balayée le matin même, mais pas parfaitement. Une fine pellicule de papier noirci s'accrochait à une barre comme un papillon mort. Lorsqu'il fut reparti, Poirot demanda à revoir la pièce. Legrand le conduisit avec la résignation d'un homme accompagnant un visiteur à travers un musée qu'il trouve surfait. Le cabinet de toilette était tel qu'il était autrefois, l'éclat implacable des ruines, la douce douceur d'un parfum à la mode 20 ans plus tôt, le miroir, un champ de bataille perdu. Poirot se déplaçait sans le toucher, mesurant les distances du regard, reconstituant des rituels à partir de déplacements. Il se pencha près de la coiffeuse et fronça les sourcils en voyant la petite marque que le cadre photo manquant avait laissée sur le chemin de table en dentelle. Il suivit la ligne de poussière qui marquait l'endroit où il s'était posé. Il traça du doigt en l'air la taille du rectangle. Ce n'était pas un portrait d'elle-même,
Trop petit pour cela et trop intime. Le portrait d'un amant? Celui d'un fils? Elle n'avait pas de fils. Un souvenir donc de quelque chose qu'elle chérissait et trouvait à la fois insupportable la veille. Il ajusta le tabouret de 2 doigts, un pouce vers la gauche. L'angle devint confortable ou révélateur. Il ne savait pas ce qui l'intéressait le plus. Il leva la tête et observa la porte. Le verrou avait été forcé proprement. Le bois autour de la gâche s'était fendu vers l'extérieur. La clé, lui dit Legrand, avait été retrouvée juste à l'intérieur, tombée à un angle désinvolte comme si une main imprudente l'avait laissée tomber. Poirot demanda doucement si le personnel était libre de circuler dans les couloirs après minuit. Seul le majordome et un valet de pied, expliqua Legrand, et aucun des deux ne se trouvait près de l'aile est. Les femmes de chambre restaient dans leurs chambres mansardées. Le regard de Poirot se reporta sur la lumière réfléchie par la baie vitrée, qui se dispersa sur le sol en éclats scintillants comme une constellation. Il resta immobile. L'esprit, tel un miroir, se reproduit fidèlement jusqu'à ce que quelqu'un souffle dessus. Il pensa au cadre manquant, à une lettre brûlée, à un invité étranger qui avait fui avant le petit déjeuner, à un neveu impatient de transformer le chagrin en pouvoir, à un compagnon dont le dévouement avait la tension de la peur. Il pensa aussi à la montre impeccable de la servante, avec sa petite entaille, et au rituel de Lady Clarissa devant la glace, s'arrêtant comme pour écouter. Il se tourna enfin vers Legrand et demanda aux invités, et M. Latham devait être compté parmi eux, de rester à Greystone pour la journée. Il souhaitait voir la bibliothèque, où l'on conservait le courrier, le boudoir où l'on conservait les confidences, et la serre où peut-être des mots avaient été échangés la veille au soir parmi les orchidées qui sentaient l'innocence et qui n'en ressemblaient pas du tout. Et il souhaitait connaître les instructions de M. Delacroix à Londres, que quelqu'un ici connaîtrait certainement et pourrait faire semblant de ne pas connaître. Legrand haussa un sourcil. « Vous pensez que le français est central ?» Poirot fit un petit geste. « Central périphérique. Ce sont les mots de la géométrie. Dans le cœur humain, il n'y a que des orbites et des gravités. » Alors qu'il retournait dans le couloir, l'horloge de parquet sonna la demie avec l'autorité ennuyée d'un vieil argent. Poirot s'arrêta sous un miroir doré, où son propre reflet net et complet le regardait. Il ajusta sa cravate, non par vanité mais par méthode, et dit d'un ton qui n'aurait pas dérangé un chat endormi que la maison aurait la gentillesse de se réunir une fois de plus avant le déjeuner. Il restait des présentations à faire, et lui, pour sa part, n'avait aucune envie de rencontrer des masques sans d'abord demander à qui ils étaient censés faire peur. Lorsque la maisonnée se retrouva dans le salon, les nuages s'épaississaient au-dessus de Greystone. L'air semblait confiné, presque sensible, comme si la maison elle-même écoutait. Poirot se tenait près de la cheminée, les doigts serrés dans son clocher familier, la tête légèrement inclinée vers l'assemblée. Il ne parla pas immédiatement. Le silence, il le savait, révélait plus que des questions. Edward Latham s'adossait au piano, feignant le calme. Béatrice Cole, assise raide au bord d'un fauteuil de velours, les mains si serrées que leurs jointures brillaient de blanc. Le docteur Finch feignait l'indifférence, feuilletant un vieil exemplaire de Le Times qui gisait sur la table. Seule la gouvernante, Madame Greeley, semblait sincèrement inquiète, son regard allant de l'un à l'autre comme un oiseau prisonnier. Le tic-tac de l'horloge marquait chaque seconde avec la précision exagérée de l'attention. Poirot commença doucement. « Mes amis, avant de vous importuner avec mes questions, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude. Il n'est pas toujours agréable, n'est-ce pas, de vivre sous le regard soupçonneux. Mais à vrai dire, elle exige patience et politesse. » Il sourit faiblement. « Soyons courtois envers elle. » Il s'approcha de la fenêtre, où la lumière déclinante dessinait sa silhouette. « Ce matin, j'ai de nouveau regardé la chambre de Lady Clarissa. Là, le miroir s'est brisé, si violemment, si délibérément, que je me suis posé une question. Pourquoi détruire un reflet si on n'en a pas peur ?» Il se retourna, son regard s'arrêtant brièvement sur chaque visage. « Il y a des miroirs dans chaque vie, vous comprenez. Certains sont de verre, d'autres de mémoire. Personne ne parla. Une planche craqua. Le regard de Poirot s'adoucit. Et maintenant,
Je voudrais connaître la veille de sa mort. Edward fut le premier à réagir. Quand était le dîner? Comme d'habitude. Ma tante recevait ses invités, même si elle était d'humeur changeante. Elle avait eu une dispute avec M. Delacroix, à propos d'une vieille dette ou d'une faveur non rendue. Franchement, j'ai trouvé cet échange ennuyeux. Les yeux de Poirot brillèrent. Fastidieux peut-être. Mais les mots prononcés à table peuvent être très révélateurs, surtout quand on s'attend à des rires et qu'on reçoit des reproches. Qu'a-t-on dit? Edward hésita. Il l'a traitée de méchante. Il a dit qu'elle lui devait de la gratitude, voire plus. Elle l'a congédié sèchement. Cet homme était à moitié ivre, à mon avis. Et que lui devait-elle, monsieur? Demanda Poirot d'un ton léger, mais la question était cinglante. Edward haussa les épaules, trop vite. Un prêtre, peut-être. C'était un parasite. Le genre à se nourrir de la nostalgie des veuves fortunées. On trouve son genre dans tous les clubs londoniens. Mamotunal trouve taos. Béatrice leva alors les yeux, la voix tremblante. Ce n'est pas juste, Edward. Lady Clarissa, elle respectait M. Delacroix autrefois. Il avait été son ami bien avant. Elle se reprit, et le silence qui suivit trembla comme la dernière note d'un accord de piano. Poirot se pencha légèrement en avant. « Bien avant quoi, mademoiselle ?» Béatrice pinça les lèvres et secoua la tête. « Ce n'est pas mon rôle. »« Mais c'est vrai, » dit doucement Poirot. « Vous étiez son compagnon, son confident. Vous connaissiez ses humeurs, ses peurs, les pensées qu'elle n'osait pas exprimer. Vous lui devez la vérité désormais, et non le silence. » Ses yeux brillaient. « Elle avait peur, » murmura-t-elle. « Non pas de la mort, mais d'un retour, d'être revue, après toutes ces années. » Poirot inclina la tête. « Par Monsieur Delacroix ?» Elle hocha la tête à contre-cœur. Il l'avait connue à Paris. Avant qu'elle ne devienne Lady Clarissa, elle vivait alors sous un autre nom. Il y avait une histoire, peut-être scandaleuse, mais elle n'en parlait jamais clairement. Elle disait seulement qu'elle avait fait quelque chose qu'elle regrettait, et que lui seul s'en souvenait. Un murmure parcourut la pièce. Edward se redressa sur la défensive. De vieux ragots. Ma tante adorait ces petites histoires. Poirot l'ignora. Et hier soir, quelqu'un l'a-t-il vu après le dîner? Le docteur Finch leva les yeux de son journal. Oui, elle a demandé un tonique. J'étais dans ma chambre en train de prendre des notes. Elle a envoyé mademoiselle Cole me chercher. Béatrice hocha légèrement la tête. Oui, elle semblait agitée. Je pensais que c'était à cause de ses nerfs. A-t-elle parlé de la dispute? Demanda Poirot. Non, répondit Finch. Elle a parlé du sommeil, de sa difficulté à trouver le sommeil. Elle m'a demandé si la mémoire pouvait tenir éveillée plus longtemps que la caféine. Je lui ai répondu que oui. Il sourit sans humour. Puis elle m'a demandé comment on oublie. Le regard de Poirot s'approfondit. Et qu'avez-vous répondu, docteur? Ça, non. On s'habitue simplement à se souvenir. Le regard de Poirot s'attarda encore un instant avant de se détourner. Il remarqua les tremblements des épaules de Béatrice, les coups impatients d'Edward sur le couvercle du piano, les mains jointes de Madame Grillet qui tordait son tablier. Les plus petits mouvements trahissaient toujours les pensées les plus fortes. « Et vous, madame ?» dit Poirot à la gouvernante. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel lorsque vous avez fermé à clé pour la nuit ?» Madame Grillet fronça les sourcils, pensive. « Eh bien, puisque vous le dites, monsieur, la lumière du couloir était toujours allumée. J'étais sûr de l'avoir éteinte plus tôt. » Et elle hésita. J'ai cru entendre des voix, douces, comme un murmure à travers la porte. Mais quand je l'ai ouverte, il n'y avait personne. Le regard de Poirot s'aiguisa. « À qui appartient la chambre près de ce couloir ?»« Chez Monsieur Latin, monsieur, et chez Feu, madame. »« En effet, » murmura Poirot, « un couloir est idéal pour les secrets. Ils y circulent plus vite que les humains. » Les joues d'Edward se colorèrent. « Si tu insinues... » Poirot leva la main. « Je n'insinue rien. J'écoute, tout simplement. C'est mon plus grand vice. » Son ton restait courtois, presque tendre. Mais le ton sous-jacent était clair. Maintenant, une dernière chose. Le cadre photo manquant. Béatrice haleta doucement. « Tu l'as trouvé ?» Poirot sourit faiblement.
Non, mademoiselle. On ne l'a pas retrouvée, pas encore. Mais elle m'a tout de même parlé. Elle me dit que la dame y gardait quelque chose de précieux, mais pas totalement pardonné. Un tableau effacé n'est pas une bagatelle. C'est un effacement. Edward Ricana, tu tires même trop de conclusions des ornements. Peut-être, dit Poirot. Mais même les ornements ont une raison d'être. Ils restent là où on les aime. Ils disparaissent là où on les craint. Un silence s'ensuivit, long, silencieux et pesant. Dehors, la pluie commença à crépiter contre les fenêtres. Poirot regarda Legrand, qui se tenait silencieusement dans un coin, son stylo oublié à la main. « Inspecteur, j'ai une dernière question. Avons-nous fouillé les cheminées ?» « Doen, monsieur Mans. » Legrand fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle a brûlé autre chose que cette lettre ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Je crois qu'elle a brûlé quelque chose que personne d'autre ne pouvait tolérer. » Il s'avança vers la porte, s'arrêtant tandis que le tonnerre grondait au-dessus de lui. « Il y a une vérité ici, mon ami. Une vérité reflétée 2 fois, une fois dans la culpabilité, une fois dans la peur. Et avant la fin de cette nuit, nous verrons quel reflet subsiste. » Il se tourna vers les autres d'une voix douce, presque musicale. « D'ici là, je demande à chacun de ne pas quitter Greystone. Chacun d'entre vous aura la gentillesse de m'écrire où il se trouvait entre minuit et 1 heure. La mémoire peut être une compagne délicate, mais on peut la persuader avec douceur. » Il sourit, courtois et inflexible. « Et moi, Hercule Poirot, je la persuaderai. » Alors qu'il quittait la pièce, des murmures se firent entendre. Mi-protestation, mi-anxiété, mais il ne se retourna pas. Son esprit était déjà ailleurs, porté vers la faible odeur de fumée, l'angle d'une clé tombée, et vers l'unique vérité que son instinct lui murmurait. À Greystone Manor, le tueur n'avait pas brisé un miroir par hasard, mais pour détruire le reflet qui pourrait un jour les accuser. La pluie se durcit en un voile fin et persistant, tandis que Poirot commençait sa tournée des cheminées. Il préférait ce travail en silence. La cendre, disait-il souvent, ne livrait pas ses confidences au bruit. Le majordome, M. Grieve, grand, grave et précis, portait une petite pelle en laiton et un seau à charbon, avec l'air d'un acolyte apportant des vases à un autel. Legrand suivait avec une patience digne d'un professionnel. Ils commencèrent dans le salon où la cheminée était impeccable. « Trop impeccable !» murmura Poirot, passant un doigt non pas sur l'âtre, mais sur le rebord intérieur du garde-boue, là où les femmes de chambre négligent de regarder. Une trace se dégagea comme un secret qui refuse d'être révélé. Dans la bibliothèque, le feu avait été éteint avant minuit. Les cendres étaient plates, le gris uniforme et fin. Poirot les écarta doucement avec la pelle, comme on sépare une dentelle avec douceur et précision, jusqu'à ce qu'un éclat de carton noirci, bordé de dorures, lui fasse un clin d'œil. Il le posa sur le marbre. Même humide par l'air pluvieux, il exhalait la douce douceur d'un vieux vernis. Il se pencha. Un seul coin, fragile comme une aile de papillon et au revers, le fantôme d'un timbre ovale, atelier marchand, rue des Petits Champs, Paris. Legrand émit un léger son. « Une photographie, dit-il. De Paris. » Poirot hocha la tête. Certains studios ont coutume de marquer le fond. Certains pensent aussi qu'en brûlant le passé, il disparaîtra. Il se redressa. Voyons où le passé a encore tenté de se cacher. Ils se dirigèrent vers le boudoir. L'âtre avait été balayé, mais pas par une main minutieuse. Dans le bac à cendres gisait une fine perle de verre, pas plus, grosse qu'une graine, emprisonnée dans la suie comme une larme tombée là où elle n'aurait pas dû. Poirot la souleva délicatement avec un canif et la présenta à la fenêtre. Elle capta un rayon de lumière et le restitua sous forme d'étincelles froides. La perle avait la légère courbure d'une lentille convexe, du genre de celles utilisées pour protéger les photographies sous des cadres ovales. Il la plaça près du coin brûlé de la bibliothèque et les observa comme on pourrait considérer un couple réuni après une séparation forcée. Dans le cabinet de toilette, il s'agenouilla de nouveau devant le champ de bataille du miroir. Il ne toucha pas les tessons. Il écouta leur disposition. Les plus gros morceaux gisaient à l'écart de la coiffeuse, comme projetés d'un seul coup depuis un point fixe.
Il contempla les petits isthmes de poussière où des fragments avaient atterri et avaient été déplacés plus tard par une chaussure timide, par un talon sûr, par un agent agenouillé. Il imagina la silhouette de Lady Clarissa au tabouret, la lumière tombant de la fenêtre latérale, le rituel du matin, la blessure à la tempe, les mains calmes. La clé dans la pièce, tombée à cet angle désinvolte qui suggère toujours l'insouciance là où l'attention est impossible. « Monsieur », dit Legrand, impatienté par le silence, « vous avez l'air d'un meuble qui se confesse. Dites-moi, qu'est-ce qui parle ?» Les yeux de Poirot s'écarquillèrent. « Le meuble avoue toujours, mon ami. Il n'a aucune fierté. Voyez, l'angle du tabouret, 1 centimètre de confort restant. Le flacon de parfum intact, la houppette encore intacte. Et là la trace sur le cadre doré du miroir, là où une main gantée l'effleurait maladroitement. Le gant, peut-être, n'était pas à la taille de la dame. Il marqua une pause. Et la clé, permettez-moi une petite expérience. Legrand fit un geste d'assentiment avec un demi-soupir. Greaves alla chercher un cordon de soie fine dans un tiroir à merveille de la maison. Poirot l'enfila dans le porte-clés, le passa par le trou de la serrure et le tourna par petits mouvements méticuleux jusqu'à ce que la clé à l'intérieur de la serrure pivote et émette son clic résigné. Il retira le fil, tira une fois, et la boucle retomba légèrement sur le tapis. Legrand haussa les sourcils. « Un tour d'enfant, dit-il. » La bouche de Poirot s'adoucit. Les tours d'enfant sont chers aux meurtriers. Ils sont simples et flattent l'intelligence. Mais le verrou, commença Legrand, désignant la frappe brisée. « Non, dit Poirot. On sait, je crois, un décor de théâtre. On rend le théâtre convaincant, avec un peu de charpenterie. » Sur le chemin du retour par le couloiret, ils rencontrèrent Béatrice Cole, sortant du petit bureau, les yeux rougis, et un effort de sang-froid qui avait la délicate audace d'une pauvre dentelle. « Pardonnez-moi, » dit-elle d'une voix faible. « Je devais aller chercher des lettres que Lady Clarissa avait dictées la semaine dernière. Je craignais qu'elle ne s'égare dans la confusion. » Le ton de Poirot était la gentillesse même. « Mais oui, mademoiselle. » Le chagrin rend à la fois prudent et négligent. Il remarqua la trace de suie au bout de son index gauche, une marque si légère qu'elle aurait pu être une ombre, sauf que les ombres ne disparaissent pas quand on les frotte sur un mouchoir. Béatrice suivit son regard et joignit vivement les mains, les doigts entrelacés pour protéger la tache incriminée comme s'il s'agissait d'une blessure. « Il n'y a pas de honte à prendre soin des cendres, » dit doucement Poirot. « La maison a besoin de ses anges. » Elle respira un instant. Un petit son instable et les dépassa d'un signe de tête. Dans la bibliothèque, Poirot demanda à voir le dossier du courrier de la maison. Greaves sortit d'un tiroir peu profond, rempli de casiers où étaient rangées notes et invitations, selon un système établi par des générations de majordomes et compréhensible uniquement par eux. Parmi les papiers épais et les cartes à blason, se trouvait une enveloppe simple adressée à Lady Clarissa, d'une main élégante mais pleine de mauvaise conscience. Le cachet de la poste était celui de Londres, datant de l'avant-veille. À l'intérieur, une simple feuille. « Tu ne peux plus faire semblant. Je t'appellerai. » Il n'y avait aucune signature, hormis ses initiales. Le papier sentait légèrement la fumée de cigare et l'écorce d'orange. « Armand Delacroix, » dit Legrand d'un ton sombre. Il plia le billet et regarda Poirot en fronçant les sourcils, un vaurien harcelant. « Même les vauriens disent parfois la vérité, » murmura Poirot. Qu'il regarda l'échelle du bibliothécaire, le châssis de la fenêtre avec la minuscule entaille où la lunette d'une montre aurait pu heurter si quelqu'un s'était penché trop loin, la pluie qui marquait le vert de lignes parallèles, comme du papier ligné. Il sortit de sa poche le fragment carbonisé portant le timbre de Paris et la perle de verre ovale et les posa sur le bureau. Nous avons l'idée d'un tableau autrefois encadré. Nous avons la lettre d'un homme qui prétend tenir un miroir du passé. Nous avons une dame qui, la nuit dernière, a brûlé quelque chose à 2 reprises. D'abord dans le boudoir, puis lorsqu'il en restait dans la bibliothèque. Nous avons aussi l'écho d'une dispute, et un invité qui s'enfuit à l'aube. Legrand annonça qu'un télégramme avait été envoyé à l'adresse londonienne que Delacroix avait indiquée sur sa carte d'arrivée.
Poirot inclina la tête. « Bien, et maintenant, inspecteur, permettez-moi une autre demande. L'habit de Monsieur Latham, la serge bleue qu'il portait hier soir. J'aimerais voir les manchettes et les pinceaux usés ce matin. » Et l'encrier de mademoiselle Cole, le chagrin alourdit la main, et le flot d'encre avoue ce que la bouche refuse. Griveux, efficace et indifférent au mystère qui ne le regardait pas, s'exécuta. L'horloge dans le coin marmonnait l'heure, comme si elle hésitait à se faire entendre. Poirot resta immobile. Un tableau emporté, une lettre brûlée, un miroir brisé. C'est toujours pareil quand le passé refait surface. On essaye d'abord de le cacher, puis de l'enterrer, et enfin on s'en prend à son propre reflet, car c'est le seul témoin qu'on ne peut réduire au silence. Grive revint avec une veste pliée, un petit paquet de balais de cheminée et un encrier trapu en verre, bouché de laiton. Poirot examina le poignet droit de la veste à la loupe de bijoutier, souriant faiblement à la plainte qu'elle suscita chez Legrand concernant la théâtralité. Une fine couche de gris à l'intérieur de la couture, si fine qu'on aurait dit de la farine, non, de la cendre, accrochée là où un homme pose son poignet sur une cheminée pour émettre des opinions plus nobles que les preuves. Il tapota l'ouverture de l'encrier avec une plume et en retourna la base. Un anneau de suie marqua l'endroit où il avait été posé à la hâte sur une cheminée sale, laissant un halo noir comme une pensée non encore exprimée. Lorsqu'il eut terminé, il demanda qu'on lui apporte les 4 relevés de mouvement, ceux qu'il avait demandés avant le déjeuner. Il les lut en silence, les posant chacun sur le bureau comme s'il distribuait les cartes d'un jeu dont lui seul connaissait les règles. Alice Cray, au lit à 10 heures, réveil à 6 heures, couloir à 7h30. La précision des horaires était trop précise. Les horloges des domestiques vivent à l'habitude, non aux minutes. Dr. Finch, dans sa chambre de 11h15 à minuit 40, puis une courte promenade pour se détendre et un verre d'eau dans le garde-manger. Une course étrange pour un invité avec une bassine et une carafe dans sa chambre. Béatrice, auprès de Lady Clarissa jusqu'à 11h50, puis dans sa chambre sommeil interrompu à minuit et quart par ce qu'elle croyait être le tonnerre. Il n'y avait pas eu d'orage à ce moment-là. Edward. Dans sa chambre à minuit 5, un livre pendant une demi-heure, sommeil peu avant 1h. Les gens qui mentent au sujet des livres pensent qu'ils ont meilleure allure parce qu'ils ont essayé de les lire. Il posa la dernière phrase et, pour la première fois depuis son entrée à Greystone, il parut fatigué. Non pas de la fatigue de l'âge, mais de la conscience que ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans le papier, mais dans les espaces entre les mots. Il toucha de nouveau le fragment de Paris et se dit à moitié pour lui-même que ceux qui craignent d'être vus 2 fois par la même erreur détruiront tout miroir qu'ils trouveront. Un valet de pied apparut sur le seuil, hésitant. « Pardon, monsieur. Un télégramme pour vous, de Londres. » Poirot le prit, déchira le papier le long de la perforation et le lut. Son expression ne changea guère. Seules ses pupilles se contractèrent, comme pour se concentrer sur une cible mouvante. Il tendit le billet à Legrand. Il provenait d'un employé d'un hôtel de Piccadilly. Delacroix s'est enregistré hier soir. Parti à l'aube. Son coffre est resté. Qu'il revient ce soir à 19h10 de Brighton. Seul. Un post-scriptum d'une main différente ajouté. Coffre étiqueté CWCW. Lutte Legrand, déconcerté. La voix de Poirot était douce. Clarissa Wren. Ou, si l'on préfère les jours parisiens, un autre nom qui commence de la même façon. Il plia le télégramme et le glissa dans sa poche comme on remet une pièce d'un puzzle sans le déclarer résolu. « Nous devons accueillir Monsieur Delacroix à son retour, dit-il. Le passé a réservé une chambre à Londres et une chaise à la table de Greystone. Et moi, qui déteste les voyages et les fantômes, je vais les héberger pour une soirée de plus. » Les heures précédant le soir s'écoulèrent dans un silence propre aux bibliothèques et au lendemain d'orage. Poirot les dépensa comme un avare dépense ses pièces, une à une exposées à la lumière, pesées les unes contre les autres. Il demanda à Legrand d'envoyer un télégramme à Piccadilly, indiquant que la malle étiquetée CW devait être conservée, et non ouverte, jusqu'à ce qu'un officier de la cour puisse la constater.
Il demanda à M. Greaves la permission de déranger le garde-manger, ce que le majordome lui accorda avec une dignité résignée, comme si les étagères du garde-manger étaient des objets sacrés. Le garde-manger fit une petite confession. Sur une table basse se trouvait un verre, encore légèrement perlé au bord, là où un bord humide avait séché. À côté, une écorce d'orange effilée dans une soucoupe, comme si quelqu'un l'avait déposée là avec une minutie qui voulait éviter toute précipitation. L'évier ne portait aucune trace d'eau récente. Si le docteur Finch était venu chercher un verre dans la nuit, comme il le prétendait, il ne l'avait pas lavé. Poirot toucha l'écorce, puis porta le bout des doigts à son nez. L'odeur correspondait à celle de la lettre de Londres, cigare et agrumes, démodée mais mémorable. Il posa l'écorce comme on couche une pensée qui ne veut pas encore s'exprimer. Il demanda à revoir Béatrice Cole. Elle le reçut dans un petit salon près de l'escalier de service, son thé intact, son calme maintenu par la fine couture de l'habitude. La trace de suie avait disparu de son doigt. Elle avait frotté avec force, et l'articulation était rouge sous l'effort de mademoiselle. Que dit doucement Poirot? Quand on aime la vérité d'autrui dans la vie, on doit l'aimer aussi dans la mort. Ce matin, vous êtes allé chercher des lettres dans le petit bureau. Votre élan était loyal, et pourtant, c'était une erreur. Elle leva le menton. Je souhaitais récupérer ce que Lady Clarissa n'avait pas envoyé. Il n'y avait rien d'inapproprié. Rien d'inconvenant, non. Acquiesça-t-il. Juste incomplet. Il jeta un coup d'œil à la bibliothèque. Vous lisez Sénancourt? Elle cligna des yeux. Non, ces volumes étaient de Lady Clarissa. Le français n'est pas ma langue. Poirot tendit la main murmurant une excuse vers un mince roman relié d'un verre délavé. Lorsqu'il l'ouvrit, 2 petits morceaux tombèrent dans sa paume. Du papier aussi fin que des pétales, avec une légère teinte sépia sur le bord incurvé. Le spectre d'un ovale. La main de Béatrice se leva et retomba dans un tremblement. Pas vraiment une tentative, pas vraiment un refus. Elle m'a demandé de le brûler, murmura-t-elle. Pas le cadre, juste la photo. Je n'ai pas pu. J'ai brûlé le coin, mais je n'ai pas pu détruire le visage. J'ai caché le reste. Pour le moment. Le visage de qui? Les yeux de Béatrice se sont figés. D'elle-même, monsieur. Pas en tant que Lady Clarissa, en tant que jeune femme à Paris. Et il y avait une autre silhouette, je crois. Je n'ai pas regardé attentivement. J'avais peur de ce que je pourrais voir. Poirot referma le livre et le remit en place. Tu craignais qu'avec un second personnage, le passé acquiert des traits distinctifs. Des yeux, une revendication. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Elle a seulement dit que M. Delacroix se souvenait trop de choses, et que s'il montrait ce qu'il avait gardé, le présent serait altéré. Elle le regarda alors, la loyauté timide de son visage transfiguré par le sérieux. Je ne l'ai pas tuée. Je ne pouvais pas. Elle était dure, certes, mais je lui devais la vie. Il inclina la tête. Je ne pense pas que vous l'ayez tuée, mademoiselle. Mais je pense que vous avez bougé parmi les cendres et laissé des empreintes que d'autres pointeront plus tard. Soyez prudente avec qui vous confiez les fragments que vous avez conservés. En revenant par le couloir, il s'arrêta devant une fenêtre donnant sur la pelouse latérale. Une légère marque en forme de croissant marquait le linteau intérieur, métal contre peinture. Une lunette de montre formerait un tel croissant si son porteur se penchait trop, accrochant le bord dans ce petit grattage impatient qu'il avait observé sur la petite montre d'Alice. De cette fenêtre, on pouvait voir l'allée et l'étendue du rond-point. On pouvait observer un invité partir avant l'aube et se demander s'il fallait en parler plus tard. Il rangea cette observation avec les observations qui l'accompagnaient. Edward le trouva dans la salle de billard, où l'air embaumait la craie et la bravade masculine. Il tenait un télégramme à la main. « Je dois aller à Londres cet après-midi », prononça-t-il avec la brusquerie de quelqu'un qui déclare ce qu'il estime être autorisé. Le notaire. Les affaires de ma tante ne peuvent pas être traitées. Poirot examina la manche de l'homme. La serge bleue était impeccable, mais portait au creux du poignet droit ce léger soupçon de gris qu'il avait déjà remarqué. « Laisse, monsieur », dit-il aimablement.
Votre avocat ne perdra pas son sens juridique tant que vous attendrez ici. Si Lady Clarissa avait souhaité que vous accélériez ses affaires, elle serait morte en chambre. » Les yeux d'Edward s'embrasèrent, puis se refroidirent. « Tout cela vous amuse? » ?»« Pas amusé. Occupé, c'est ma malédiction et mon réconfort. » Il fit un geste vers la table. « Ah, tu joues, sir ?» Edward gratta une queue de billard, comme pour dissiper son agacement. La poussière de craie s'éleva en un léger nuage et se déposa sur la manche près de ce même revers. Il joua un coup négligent, puis un autre. Le second trouva sa place par chance plutôt que par jugement. « Qu'espérez-vous apprendre, monsieur Poirot ?»« Que j'ai frappé ma tante, brisé un miroir et fait un tour de passe-passe avec une clé. »« Du théâtre. » La voix de Poirot était presque tendre. « C'est la théâtralité qui m'intéresse. Les meurtriers rêvent souvent de devenir dramaturges, mais ils écrivent pour le mauvais public. » Edward posa brusquement la queue. « Si vous cherchez du théâtre, vous devriez parler à Delacroix. Cet homme adore les scènes. Il vous en offrira une ce soir, j'en suis sûr. » Il sortit avec la grâce crispée d'un homme hésitant entre fuir et combattre. Peu après, le Grand trouva Poirot au bureau de la bibliothèque, une enveloppe à la main et le regard empreint de réflexion. « Piccadilly a prévenu, » dit l'inspecteur. « Le Rhum est en poste. Si Delacroix revient comme prévu, on le retrouvera. La malle est sécurisée. » Poirot hocha la tête. « Bon, je ne veux pas voir l'intérieur ici. Je préfère que le passé soit ouvert, là où il a choisi de dormir. » La maison approchait lentement 7 heures, avec l'épaississement des soirées dans les vieilles demeures. Les lampes brillaient en flaques. La pluie s'était transformée en brume. Poirot demanda qu'on dîne tôt et simplement. Peu de gens mangeaient. Béatrice, avec un effort visible, s'assura que l'argenterie était bien rangée et que la nappe était impeccable. Le docteur Finch but sa soupe avec l'air d'un homme nourrissant ses pensées plutôt que son corps. Alice s'agita comme un sanglot silencieux dans l'embrasure de la porte, trop attentive à la vaisselle pour se contenter d'un simple devoir. À 7h moins 5, M. Greaves a présenté une carte sur un plateau. M. Armand Delacroix sous le nom, un ornement qui pouvait relever de la vanité ou de l'habitude. L'homme qui entrait derrière la carte portait les années comme une dette. Il n'était pas jeune. Il possédait cette élégance particulière qui promet la ruine sans la garantir. Ses cheveux étaient devenus argentés aux tempes. Ses yeux souriaient encore avec une dureté sous le charme. Il s'inclina devant la pièce, puis devant Poirot, puis plus profondément devant une absence que lui seul pouvait percevoir. « Vous êtes de retour, monsieur ?» dit Poirot. « Naturellement. Je suis bien des choses, mais je ne suis pas lâche. » Son anglais était fluide et légèrement chargé d'histoire. Son regard glissa vers Edward et ne s'attarda pas, puis vers Béatrice, dont les mains se nouèrent une fois autour d'une serviette. « Elle n'est pas là, Clarissa. »« Non, » dit Poirot. « Ferti ura feikete simos at elle n'est pas là. » Delacroix inspira comme si la douleur était de l'air et donc nécessaire. Il retira ses gants avec précaution. « Je suis allé à Brighton pour réfléchir, » dit-il. « Les vieux marchent mieux au bord de la mer. On y juge moins que du vent. » La voix de Legrand ferme et juste. « Vous vous êtes disputé avec Lady Clarissa hier soir. Nous avons parlé franchement, » a dit Delacroix avec une correction amusée. « Nous sommes trop vieux pour nous disputer. Je lui ai apporté quelque chose. Je lui ai demandé de regarder. Elle n'a pas aimé ce qu'elle a vu. » Le regard de Poirot ne quitta pas la pièce. « Qu'as-tu apporté ?»« Une malle, » dit simplement Delacroix. « Il y a des années, un envoi, des lettres, quelques petites choses, qu'elle m'a demandé de garder lorsqu'elle est partie de Paris. Nous étions, comment dire, imprudents à l'époque. Elle m'a payé pour garder le silence. Je l'ai gardé. Mieux vaut confier le scandale à un vaurien. Il en connaît le prix. » Son sourire s'éclaircit. Et pourtant, la semaine dernière, j'ai pensé que le moment était peut-être venu de lui rendre ce qui ne m'appartenait pas. Je l'ai fait envoyer à mon hôtel. J'avais l'intention de le lui remettre. Mais elle ne l'a reçu que lorsque je lui aurai d'abord dit ce qu'il contenait. « Et qu'est-ce qu'il contient ?» demanda Legrand.
Delacroix ne regarda pas l'inspecteur, mais la fenêtre, où un voile de crépuscule s'étendait comme du velours. Un portrait, un ovale, un petit bracelet, des lettres et un certificat de naissance. Il se retourna et dans son regard, le charme avait disparu. « W, voyez-vous. Les lettres sont à elle. Le bracelet aussi, un cadeau pour une enfant qui n'a pas vécu assez longtemps pour le porter. Le portrait est celui d'une jeune femme qui se faisait appeler Cecil Warrington lorsqu'elle souhaitait être quelqu'un d'autre que Clarissa Wren. Et le certificat. Ah, c'est bien là toute la difficulté, n'est-ce pas? Il dit que Cécile avait une fille. L'air était immobile. Madame Grillet, dans le couloir, émit un léger son puis se souvint de ne plus être présente. La main d'Édouard se referma lentement sur l'accoudoir de son fauteuil. Béatrice fixait la pièce comme si quelqu'un avait arraché un mur et révélé le temps. La voix de Poirot était très douce. « Et le nom du père ?» Delacroix écarta les mains. « C'est vide. » Un silence violent les tint tous ensemble. Poirot le laissa s'installer un instant, puis les libéra d'un geste. « Inspecteur, vous allez téléphoner à Piccadilly et demander que la malle soit immédiatement apportée sous scellé. Si ces serrures ont été forcées, nous le saurons. Sinon, il inclina la tête vers Delacroix. Nous l'ouvrirons ici, devant témoins. » Les lèvres de Delacroix se courbèrent avec une ironie lasse. Et ainsi le théâtre continue. « Jusqu'au rideau, » répondit Poirot. Le téléphone lança sa petite voix métallique et se tut. Greaves annonça que le portier de l'hôtel était déjà parti en taxi avec un agent. La malle arriverait dans l'heure. La maisonnée se dispersa dans ses recoins de terreur. Poirot resta près de la cheminée, les yeux rivés sur l'horloge, écoutant la maison réfléchir. Lorsque les lampes du fiacre percèrent enfin la brume et que la malle fut transportée dans le salon, elle parut plus petite que son apparence. La toile était usée là où des mains l'avaient souvent tenue. Le CW gravé au pochoir était délavé, mais lisible. L'agent de police la posa. Le portier s'essuya le front. Legrand brisa le sceau d'un geste ferme et pragmatique et se pencha vers la serrure. Elle céda avec l'acquiescement fatigué du vieux cuivre. Poirot ne se pencha pas. Il garda les yeux fixés sur les visages présents, tandis que le couvercle se soulevait. La surprise est le seul témoin honnête. L'odeur qui montait était celle du cèdre et du papier, d'une douceur de vieille lavande. À l'intérieur, aucune lettre, pas de portrait, pas de certificat, seulement un ovale de verre brisé, et sur un carré de lin plié, un petit bracelet en argent gravé de 2 lettres qui avait acquis. Dans l'obscurité prolongée, la gravité d'un verdict s'édoubluait pendant un instant, personne ne bougea, comme si un vent avait traversé la pièce, laissant chacun immobile. La vitre ovale fissurée gisait telle une pupille sans œil, et à côté, le petit bracelet en argent dont les 2 lettres étaient tour à tour évasives et accablantes. Poirot ne chercha ni l'une ni l'autre. Il observa plutôt les gens qui ne pouvaient s'empêcher de se tourner vers l'intérieur. Les épaules d'Edward se détendirent légèrement. La libération d'un homme qui voit des documents disparaître. Les lèvres de Béatrice s'entr'ouvrirent, un léger chagrin qui semblait étranger au présent. Le regard du docteur Finch examina le bracelet avec un intérêt si strictement professionnel qu'il en devint pour Poirot l'inverse. Delacroix, qui avait apporté le passé dans une malle, fixait le vide avec une tristesse lente et complexe, comme si quelqu'un avait modifié sa mémoire pendant son sommeil. Legrand se pencha à nouveau vers le coffre, pragmatique et minutieux. Il souleva le carré de lin avec son canif. Une fine poussière s'en échappa, des cendres collées aux plis intérieurs, le noir aussi doux que du vieux velours. Il renifla sans le vouloir. « Ah, carbolique !» dit-il, surpris par la certitude de son propre nez. « Un hôpital suit un médecin », murmura Poirot, même dans les malles. Son regard glissa vers Finch, puis se détourna avant que le médecin ait pu finir de lui refaire le visage. Delacroix prit la parole le premier, retrouvant son calme grâce au mécanisme du dédain. « Vous voyez, quelqu'un savait ce que je transportais. Il le craignait. Ils l'ont vidé à l'hôtel. » Legrand se tourna vers le portier. Un homme trapu, la casquette qu'il tenait comme si elle pouvait lui pardonner. Qui avait accès à cette malle avant votre départ de Piccadilly?
Personne, monsieur. Pas à ma connaissance, dit l'homme d'un ton ferme. Nous gardons la consigne fermée à clé. Hier soir, un monsieur a demandé à la voir, disant qu'il en était le propriétaire. Nous avons refusé, comme d'habitude. Il est parti de mauvaise humeur. Ce matin, le portier en chef a dit qu'il y avait eu un long trajet, pour dire que la dame viendrait la chercher plus tard. Mais personne ne viendra avant votre télégramme. La voix de Poirot était douce. Décrivez-moi le gentleman d'hier soir. Élégant manteau. Un peu comme un docteur, si vous voyez ce que je veux dire. Ni jeune, ni vieux. Ça sentait bon, le savon ou l'alcool. Des esprits de qui? Demanda Poirot d'un ton doux. L'orange peut-être, ou l'antiseptique qui tue toutes les odeurs, mais ne peut s'empêcher de laisser la sienne. Le portier cligna des yeux. Je ne saurais le dire, monsieur. Delacroix leva le menton. J'y suis allé, bien sûr. C'était ma malle à garder ou à rendre. Ils ne m'ont pas laissé la voir. Ils ont bien fait. Et plus tard, dit Poirot, quelqu'un a téléphoné de loin pour dire que Lady Clarissa viendrait, ce qu'elle n'a pas pu faire. Astucieux. Cela prépare l'esprit à penser que, lorsque la malle se révèle vide, une dame anonyme a pris ce qui lui appartient. L'esprit aime les histoires bien rangées. Legrand envoya le portier à la cuisine pour le thé. Il avait appris que les hommes se souviennent mieux lorsqu'on leur donne une tasse à tenir. Après son départ, l'inspecteur demanda d'un ton neutre. « Qui a téléphoné à Piccadilly depuis cette maison aujourd'hui ?» Monsieur Greaves, avec la poue d'un homme capable de lire son pouls, sortit un petit carnet du tiroir supérieur du secrétaire. « Appel sortant, dit-il. Je note l'heure et le numéro. À 11h19 ce matin, un appel au numéro de Piccadilly a demandé la consigne à bagages. Appelé depuis le poste de la bibliothèque. Par qui? Demanda Legrand. Greaves marqua une brève pause. Tout seul, monsieur. À la demande du docteur Finch. Il souhaitait se renseigner sur un sac envoyé par erreur de la ville. Je l'ai mis en relation, puis j'ai quitté la pièce pour aller chercher le courrier du matin. Les sourcils de Finch se haussèrent d'1 millimètre. J'ai appelé l'hôpital. Il y a eu une confusion avec un dossier médical déposé dans mon bureau à Londres. Si votre homme a mal compris, c'est dommage. Alors, dit doucement Poirot, nous sommes une maison de malentendus. La servante qui a entendu le tonnerre à une époque où le ciel était un agneau. Le portier qui a peut-être flairé l'orange ou l'absolution. Le majordome qui laisse à un médecin un téléphone qui atteint aussi bien les mâles que les hôpitaux. Il se tourna vers Finch avec une délicate courtoisie. « Docteur, une question d'habitude. Lorsque vous manipulez de vieux papiers recouverts de la poussière des années, l'habitude de vos doigts porte-t-elle le parfum de votre art? Carbolique est loyale. Elle n'oublie pas facilement. » Finch soutint son regard avec le calme d'un homme qui a appris à son pouls à se maîtriser. « Tu insinues ce que tu ne peux pas prouver. »« Je n'insinue rien, » dit Poirot. « Je compte. 1. Le coffre vidé avant d'être scellé. 2. Une tentative de voir à l'intérieur, refusée. 3. Un appel passé à un moment où la maison se croyait seule avec son chagrin. Les numéros s'organisent comme des chaises pour une réunion. Delacroix s'approcha du bracelet, puis, avec une attention visible, ne le toucha pas. Les lettres sont les siennes, mais elles ne sont pas les siennes non plus. C'est le problème de C.W. Cela pourrait lier une mère à sa fille, une femme au nom qu'elle a choisi, un passé à un présent qui le méprise. Ou cela pourrait libérer quelqu'un, dit Édouard dans sa barbe. Ou condamner, murmura Béatrice. Poirot inclina la tête comme si tous deux étaient d'accord avec lui. Il demanda à Greaves d'apporter de la salle à manger un carré de tissu blanc propre et une petite cloche de verre, l'une de celles destinées à protéger les pâtisseries délicates de l'air, et, lorsqu'ils arrivèrent, il y plaça le bracelet comme on place une relique et le recouvrit. « Nous n'y toucherons pas, » dit-il calmement. « Pas encore. Nous allons le laisser briller. » Il se tourna ensuite vers Alice Cray, qui s'était attardée dans l'embrasure de la porte et semblait maintenant vouloir se glisser dans la fente de la charnière. « Mademoiselle, une question avec douceur. Ce matin à 7h30, vous avez trouvé la porte fermée à clé. Avant cela, à l'aube, vous étiez réveillé. Je me lève tôt, monsieur. Je prends le lait à l'arrière.
parvint-elle à dire. Et depuis la fenêtrette, la petite sur le palier, vous pouvez voir l'allée? Elle hésita. Oui, monsieur. Vous avez vu le taxi qui a emmené monsieur Delacroix à la gare? Oui, monsieur. Et une autre silhouette se déplaçant avant cela. Quelqu'un en bas de l'escalier de service et dehors par la porte latérale. Ses yeux commencèrent à s'emplir de larmes. Je ne voulais pas être indiscrète. C'est juste la maison, elle murmura au matin. Le ton de Poirot était d'un velours à la trame solide. C'est la maison qui parle, pas vous. Qui avez-vous vu? Elle regarda le sol. Le docteur, monsieur. Il avait son sac. Le sourire de Finch s'est légèrement agrandi. J'ai rendu visite à un patient au village à 5 heures. Le palefrenier en chef s'est coupé la main avec un fil de fer tard hier soir. Je l'ai pansé à la lumière d'une lampe, et je suis revenu aux premières lueurs du jour pour vérifier s'il avait de la fièvre. Vous pouvez lui demander. Je le ferai, dit Legrand. Fais-le, répondit Finch. Poirot ne discuta pas. Il demanda au portier, tenant maintenant une tasse et respirant plus calmement, si, lorsque le monsieur avait essayé de voir la malle la veille au soir, il avait donné un nom. Le portier réfléchit, les yeux plissés dans son thé. Il a dit qu'il appelait la dame, dit-il enfin. Il a signé le registre des visiteurs avec 2 lettres. Vite fait. C'est W. Ah, dit Poirot. La lettre qui accuse parce qu'elle convainc. Elle peut être celle de n'importe qui. C'est pourquoi on l'a choisie. Delacroix sortit de sa poche intérieure un étui en cuir plat. J'ai gardé un reçu, dit-il presque sur la défensive, comme s'il avait honte d'avoir des preuves quand d'autres éprouvèrent des sentiments. Il en tira un bordereau accusant réception d'une malle, imprimé au pochoir à l'adresse de Piccadilly. Au bas, un gribouillis ornait son nom. « Vous direz que j'ai eu toute latitude pour en retirer le contenu, » dit-il à Poirot. « Je dirais que j'en ai assez de garder les fantômes des femmes, et que si j'étais un voleur, je choisirais quelque chose de plus lourd que du papier. » Le regard de Poirot s'adoucit encore. C'était une gentillesse dangereuse. « Je dirais que vous êtes un homme qui a appris que pour survivre au passé, il faut en devenir l'archiviste. Mais un archiviste ne brise pas un miroir pour détruire ce qui est écrit. Qu'il préserve et vend si on le presse. »« Et qui brise ?» demanda Edward. « Celui qui craint d'être vu par lui, » dit Poirot. « Pas une fois, mais 2. » Il s'approcha de la cheminée et observa son propre reflet impeccable dans un petit verre doré, un pauvre cousin de celui brisé à l'étage. « Nous allons faire ceci, » annonça-t-il, comme s'il préparait un dîner. « Nous allons demander au marié des nouvelles de sa main. Nous irons au bureau de change du village et découvrirons à qui Piccadilly a parlé et par quel fil. Nous examinerons avec gratitude les brosses qui ont nettoyé la grille du boudoir. Nous inviterons M. Delacroix à rester sous ce toit ce soir, et nous demanderons au docteur Finch si, par courtoisie envers une famille en difficulté, il peut reporter tout voyage à demain matin. Et, sa moustache se releva, nous placerons ce petit bracelet là où il pourra être admiré. Peut-être que ceux qui ont vidé une malle regretteront de voir la seule chose qu'ils ont laissée. » Legrand hocha la tête, dressant déjà une liste de son écriture carrée et efficace. La compagnie commença à se disperser, comme libérée par un glas. Béatrice s'attarda un instant, le regard rivé sous la courbe pâle du dôme, puis elle disparut, aussi silencieusement que si la maison avait fermé la porte sur un rêve. Lorsqu'ils furent seuls, Delacroix dit, désormais sans le théâtre, « À Paris, elle s'appelait Cécile, car ce nom ne posait pas de questions. Nous avions un enfant entre nous et le monde. Souvent cela suffit. Ce ne fut pas suffisant longtemps. Elle choisit l'Angleterre et le respect. Moi, j'ai choisi les cartes et le souvenir. Ne faites pas de moi un meurtrier, monsieur Poirot. C'est un péché moindre de vivre dans le passé que de tuer pour y échapper. » La réponse de Poirot fut très douce. « Cela dépend, monsieur, du passé de qui on est. » Dehors, la brume s'accrochait aux pelouses avec la fidélité d'une rumeur. Dans le salon, sous une petite cloche de verre, 2 lettres brillaient d'une innocence domestique qui les rendait dangereuses. Poirot les regarda une dernière fois et pensa, comme souvent, que ceux qui craignent les documents craignent rarement les objets. Et c'était toujours leur erreur. La maison s'installa dans cette soirée agitée
où chaque escalier se plaint et chaque lampe paraît trop brillante. Poirot demanda son chapeau et son manteau et conduisit Legrand aux écuries avant que la lumière ne disparaisse. Le palefrenier, un gaillard élancé, les cheveux couverts de foin et un bandage enveloppé avec la fierté prudente des automédecins, les regarda avec une candeur canine. Oui, il s'était coupé la main la veille au crépuscule, sur un fil de fer torsadé dans l'enclos nord. Non, le médecin n'était pas venu à l'aube. Il était arrivé tard la nuit précédente, alors que la pluie commençait à peine, avec une lanterne et une humeur massacrante à cause de la boue. Il l'avait nettoyé rapidement et l'avait enveloppé. Ce matin, la femme de ménage avait apporté un peu de charpie supplémentaire. Il lui tendit le pansement avec obligeance. Il sentait légèrement l'iode et l'alcool fort que les fermiers conservent pour les frictions, et non la douce haleine antiseptique qui s'échappait du coffre vide. Legrand le remercia et réussit à ne pas regarder Poirot, qui n'avait pas besoin d'yeux pour dire « j'entends la même musique ». Des écuries, et ils se dirigèrent vers le central du village. Une pièce étroite, dont les murs étaient tapissés de numéros et d'une certaine patience civique. Miss Pritchard, qui tenait le standard avec l'autorité d'une reine dans son propre échiquier, s'illumina en voyant le badge de Legrand. Bien sûr, elle se souvenait de l'appel du matin à Piccadilly, à 11h19 précise, comme l'avait dit M. Greaves. Il provenait de la bibliothèque de Greystone. Un monsieur lui avait demandé de le placer. Sa voix était basse, posée. Elle avait entendu une autre voix dans la pièce, celle d'une femme, au début, juste pour le numéro. Puis le monsieur avait pris le relais et s'était adressé à l'hôtel lui-même. « Décrivez la voix de la dame, s'il vous plaît. » Hare demanda Poirot, comme s'il demandait un parfum. Mademoiselle Pritchard pinça les lèvres. Pas du genre local. Douce, cette façon qu'ont les dames londoniennes quand elles ne veulent pas être entendues. Et, oh, encore une chose. Dit-elle mal, pluriel, par erreur. Puis elle s'est corrigée. Tronc, ça m'a marqué. On entend ce genre de lapsus. Ils rendent une personne réelle. Et le monsieur, vif, ni jeune ni vieux. Il a utilisé un mot digne d'un officier. Consigne à bagages. Pas magasin ou verrouillage, précis. Je le prenais pour quelqu'un qui a l'habitude de dire aux gens où aller. Et quand Legrand a écrit les mots et a dessiné deux petits cadres bien nets autour d'eux, mal et consigne à bagages dehors, la brume recouvrait les haies comme une pensée qui refusait de s'exprimer. De retour à Greystone, les lampes brûlaient et le salon abritait son étrange reliquaire, le petit bracelet sous sa glace. Poirot s'arrêta sur le seuil, comme pour accueillir un invité de marque. Il demanda à M. Greaves d'une voix très audible si le dôme pouvait rester là toute la soirée. La poussière, dit-il, était l'ennemi de l'argent. La gouvernante pourrait le gronder, mais il prendrait le risque. Greaves inclina la tête avec un sourire qui rappelle aux domestiques leurs opinions. La voix de Poirot portait agréablement lorsqu'il fit remarquer à Legrand que le dôme était plus lourd qu'il n'y paraissait et qu'il émettait un léger murmure lorsqu'on le soulevait. Impossible de le déplacer sans bruit, si la pièce était silencieuse. Edward, passant devant la porte, entendit et haussa les épaules comme si les règles des dômes ne l'intéressaient pas. Béatrice, déjà assise à raccommoder dans un effort déterminé de normalité, cousit trop serré et cassa un fil. Après le dîner, que personne ne mangea, bien que les assiettes arrivèrent et repartirent avec une discrétion maîtrisée, Poirot s'excusa et fit ce qui, chez lui, représentait toujours un calcul déguisé en agitation. Il ajusta de menus détails. Une chaise était décalée d'1 pouce. Le coin d'un tapis se soulevait légèrement du sol. Le couvercle du pianoforte se soulevait de 5 centimètres au-dessus de sa position habituelle. Sur la cheminée, un vase à 2 bougies torsadées était tourné de telle sorte qu'une mèche penchait exactement vers la porte. Il s'excusa avec une gravité presque comique auprès de Madame Grillet pour son travail, puis s'inclina devant sa plainte jusqu'à ce qu'elle-même sourit. Puis enfin il se retira, ou sembla le faire, prenant son livre et son bonnet de nuit et disant au couloir que les vieux dorment comme des chats. Legrand, resté avec le bracelet et son impatience, faisait les 100 pas. Il avait accédé à la requête de Poirot,
qui demandait que la maisonnée soit laissée à elle-même pendant 1 heure. Portes ouvertes, domestiques vacants à leurs occupations, salon sans surveillance. Il n'aimait pas cela. Il appréciait encore moins que Poirot ait murmuré, en montant l'escalier, que les choses les plus honnêtes qu'on puisse dire sont celles qui s'adressent aux pièces vides. La maison respirait. Dans le garde-manger, la porcelaine se touchait. Dans l'escalier de service, une marche résonna bruyamment, puis se souvint et s'adoucit. 9 heures sonnèrent, comme un doux reproche. L'écho de l'horloge n'était pas encore éteint, lorsqu'une main gantée et prudente franchit le seuil du salon. Le dôme émit un léger murmure, tandis que l'air se modifiait sous lui. L'aiguille s'immobilisa. La personne écouta si attentivement que son corps oublia de respirer pendant 3 secondes. Puis, avec la certitude de quelqu'un qui a répété, elle souleva le dôme, le posa sur le tissu où Poirot l'avait posé, et tendit la main non pas vers le bracelet, mais vers le linge plié en dessous. Le bracelet roula, tel un poisson d'argent agitant la queue, et vint se poser au pied du dôme. La main hésita. Le poignet brillait au bord d'une manche. Il y eut un léger clic, le bruit d'un fermoir défait, du papier quelque part. Pas ici. Puis la main se retira avec le linge, laissant le bracelet luisant et le dôme tel qu'il était, à une fraction de tour près. La personne disparut aussi silencieusement qu'elle était venue. Le grand, dans l'ombre de la porte la plus éloignée, expira et compta jusqu'à 20, comme le font les hommes lorsque le plan d'autrui a entravé leur instinct. Puis il traversa le tapis et, sans toucher le dôme, s'accroupit pour regarder. Le linge avait disparu. Sous le dôme, sur le bois poli, gisait une trace si légère qu'on aurait pu croire à l'ombre d'un doigt, une trace sombre qui s'arrêtait là où une main se serait levée. Il ne la dérangea pas. Il alla trouver Poirot. Il le trouva dans sa chambre, non pas au lit, mais assis, tout habillé, avec la patience de quelqu'un qui attend qu'une horloge tienne sa promesse. Le grand le lui expliqua en quelques mots. Les yeux de Poirot s'illuminèrent sans surprise. « Bon, il n'aime pas les reliques, dit-il. Ils préfèrent un hôtel vide. » Il se leva. « Nous ne fuirons pas. Nous suivrons au rythme de notre conscience. » Ils ne se dirigèrent pas d'abord vers le salon. Poirot emprunta le couloir de derrière et s'arrêta à mi-chemin, là où la plainte portait très bas une éraflure semblable à un trait de fusain. Il se pencha, la toucha et se redressa. « Gaucher !» murmura-t-il, ou quelqu'un qui préfère être perçu comme tel. Il s'éloigna de nouveau, s'arrêtant devant une porte dont la peinture, près du loquet, présentait une minuscule entaille en forme de croissant, la même que celle de la fenêtre de l'escalier. Il frappa doucement. Béatrice ouvrit. Elle pleurait, une fois de plus depuis 24 heures, et s'était arrangée, comme toujours, pour que les traces de ses larmes ressemblent à une question plutôt qu'à une blessure. Sur la petite table près de sa lampe se trouvait un carré de linge plié avec un soin qui lui donnait un air officiel. Ses mains, de chaque côté, ne tremblèrent qu'en voyant leurs regards se poser dessus. « Je ne pouvais pas supporter, » commença-t-elle. Poirot leva doucement la main. Pour le regarder là-bas, dans cette pièce où tout le monde pouvait le voir, termina-t-il pour elle. « Alors, tu as pensé à garder un morceau du passé en sécurité sous ta propre garde. » Ses lèvres tremblaient, exprimant la franchise. « Pas en sécurité. Je ne crois pas à la sécurité. Seulement plus près. Et dans le bercail, nous trouverons... »« Quoi ?» demanda Poirot. Lorsqu'elle émit un petit son de refus, il acquiesça. « Pardonnez-moi, ce n'est pas encore l'heure, mais vous ne la brûlerez pas, mademoiselle. Vous avez essayé ce matin, mais votre main n'y est pas parvenue. Elle ne le fera pas ce soir. Il y a en vous une faiblesse suprême. Elle s'appelle la pitié. » Elle le regarda comme s'il avait prononcé son vrai nom. « Alors qu'est-ce que j'en fais ? Fais-moi confiance. » Tiens, dit-il, et ces mots qui sont bon marché dans la plupart des bouches lui semblaient chers. Le grand s'approcha de la fenêtre. La brume transformait la pelouse en une mer. « Nous avons encore beaucoup à voir, » dit-il. Ils se dirigèrent vers la porte du docteur Finch. Il ouvrit en manche de chemise, calme et serein, un livre à la main dont la jaquette ne correspondait pas au sujet qu'il aurait pu lire.
Sur sa table de toilette se trouvait un torchon plié qui exhalait, faible mais présent, une odeur de phénix et une odeur orangée tiède qui n'avait rien à voir avec la médecine. Son regard scruta les deux hommes, évalua leur ordre, l'heure à la montre au poignet de Poirot et se replongea dans le livre comme s'il incarnait l'innocence même. « Vous faites vos visites tard, docteur, » observa Poirot. « Même quand vos patients dorment. Je garde mes habitudes, » dit Finch. « C'est comme ça qu'on survit à ce genre de travail. »« Et les appels téléphoniques ?» demanda Legrand d'un ton doux. « Vous en avez aussi l'habitude ?»« Oui, oui, » répondit Finch avec une pointe d'humour. « Il faut rappeler aux hôpitaux que la vie se déroule de chaque côté de leur porte. » Poirot esquissa ce sourire narquois et exaspérant qui avait la réputation de faire taire un homme mieux que des menottes. « Et pourtant, dit-il, le coffre s'est vidé sans votre aide. Heureusement pour vous, heureusement pour quelqu'un. » dit Finch en reculant. « Si vous cherchez, inspecteur, je vous conseille de le faire avec cérémonie et dignité. Je suis à votre disposition. » Ils ne cherchèrent pas. Poirot n'avait aucune envie de jouer les flics. Il remercia le docteur, qui parut légèrement amusé par ses remerciements, et conduisit Legrand non pas dans la chambre d'Edward, comme l'inspecteur s'y attendait, mais dans la bibliothèque. L'air y avait la douceur rance des chambres, qui se croient sages. Poirot alla droit au bureau et ouvrit le tiroir du haut. Il n'en sortit rien, mais son regard se posa sur le buvard où une empreinte portait le mot mal s'écrit une fois, puis frotté comme si l'on pouvait persuader les fibres de ne pas se souvenir. Il toucha le coin du buvard et en ramena une poussière trop fine pour être la cendre d'un feu ordinaire. Il la sentit. Orange et cigare, la ville dans un grain. Edward apparut dans l'embrasure de la porte très droit. « Tu aimes la bibliothèque de ma tante ?» dit-il avec une politesse qui avait des allures d'épée. « Les bibliothèques sont des miroirs reliés, » dit Poirot. « Dites-moi, monsieur, quand avez-vous écrit à Piccadilly pour la dernière fois ?» Le sourire d'Edward ne changea pas. « Je ne téléphone pas aux hôtels, » dit-il. « J'ai des gens pour ça. »« En effet, » dit Poirot, et il regarda Legrand avec une expression qui lui demandait de se souvenir des boîtes bien rangées de Miss Pritchard. Lorsqu'ils revinrent enfin au salon, le bracelet brillait sous son verre, comme si rien au monde ne pouvait l'abîmer. Poirot se tint devant lui et l'examina, puis souleva lui-même le dôme dans un léger souffle d'air déplacé. La trace en dessous avait séché et n'était plus qu'un voile terne. Il sortit de sa poche un bout de carton et le plaça à côté du bracelet face cachée. « Un test ?» dit-il. « Que pour voir qui regardera. » Legrand haussa un sourcil. « À quoi ?»« À eux-mêmes, » murmura Poirot. « Demain matin, nous les réunirons à nouveau. Je leur poserai une question. Ceux qui ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû répondre sans le vouloir. » Il remit le dôme en place et, du bout du doigt, le fit tourner au plus petit degré comme pour régler un compas. Puis il regarda le miroir doré et terne au-dessus de la cheminée et ajusta sa cravate, non par vanité mais par rite, comme un prêtre touche une cloche avant l'office. Dans le miroir, sa petite silhouette était nette, discrète, ordinaire. Derrière ce reflet, quelque part dans la maison, une autre personne observait un autre verre et se demandait si, cette fois, il se briserait avant eux. La maison feignait de dormir, mais Greystone ne dormait pas. Elle restait éveillée, toutes portes entr'ouvertes, les tapis à l'écoute. Poirot laissa les minutes s'écouler dans sa chambre, jusqu'à ce que l'horloge du palier annonce le quart d'heure, avec une toux pincée. Il retourna seul au salon, non pas avec la furtivité d'un chasseur, mais avec la démarche sereine d'un invité cherchant un livre égaré. Le bracelet brillait doucement sous son dôme. Pour tout autre œil, rien n'avait changé. Pour Poirot, deux choses avaient changé. Le dôme, qu'il avait laissé légèrement de travers, pointait maintenant la porte à une distance d'une pensée, et le bout de carte qu'il avait posé à côté de l'argenterie, face cachée, portait sur un bord une légère bavure, là où un clou l'avait soulevé, puis, après y avoir réfléchi, repoussé. Il ne souleva pas le dôme. Il vit l'évidence de la curiosité et, plus important encore, celle de la retenue. Celui qui était revenu voulait savoir, non prendre.
Il sourit légèrement. Il y a des voleurs de savoir comme il y a des voleurs de bijoux. Tous deux craignent de repartir les mains vides. À la demi, un léger bruit, comme une note frappée sur le bord d'un verre, s'échappa de la maison. Poirot tourna la tête, tendant l'oreille comme un chat. Le son revint, plus sec, un souffle coupé par la surprise. Puis le mince cri, étouffé comme par une main loyale. Il s'avança aussitôt, rapidement et sans hâte, dans le couloir jusqu'à l'escalier de service, et le petit passage où la lampe de Miss Cole faisait toujours une flaque de miel sur le plancher. Sa porte était ouverte d'une largeur de paume. Poirot tapota du bout des doigts et entra. La lampe projetait son doux cercle sur une ruine paisible. Une chaise avait été renversée, son pied avant coincé dans le poil du tapis. Sur le rebord, le cordon du châssis tremblait. La fenêtre avait été soulevée de force d'un empan, puis abaissée dans la panique. Béatrice se tenait dos au mur, une main sur la gorge, l'autre serrée sur la bouche comme pour retenir ce qui avait tenté de s'échapper. Par terre, près de ses pieds, gisait un petit miroir à main, son plaquage bon marché abîmé, le verre étoilé. Un second reflet brisé. Legrand arriva un souffle derrière Poirot, chapeau nu, manteau flottant au vent, le regard déjà fixé sur la situation. « Que s'est-il passé ?» Béatrice retira sa main de sa bouche et parla avec la clarté d'une personne véritablement effrayée. Il est entré par la fenêtre. Ce n'était pas un garçon, un homme. Je n'ai pas vu son visage. Il avait une écharpe. Mais il sentait mauvais et son gant était pas comme il fallait. Il a tendu la main vers la table, là où j'avais posé. Elle hésita. Le linge. Dis doucement, Poirot. Tu comptais le garder près de moi jusqu'au matin. Il a disparu. Elle baissa les yeux comme si l'absence pouvait apparaître si seulement elle utilisait ses yeux correctement. Il l'a pris et s'est enfui quand j'ai pleuré. Il ne m'a pas frappé. Il a juste... Sa main toucha une ecchymose qui commençait le long de son avant-bras, là où une prise avait été trop ferme. C'est passé si vite que j'ai cru que j'avais rêvé. Legrand s'approcha de la fenêtre, la souleva et laissa entrer l'air nocturne avec son odeur de haies humides. Le rebord extérieur était couvert de boue, et raflé par une chaussure qui n'avait pas apprécié la montée. Sur la peinture intérieure, une entaille en forme de croissant captait la lumière, jumelle des petites blessures dans le bois que la maison avait déjà avouées. « Gant gauche, vous avez dit ?»« Oui. Les boutons étaient fermés vers l'intérieur, c'est comme ça que je l'ai su. Il était tordu. La main ne semblait pas à l'aise dedans. » Les yeux de Poirot se posèrent sur le pied de la chaise, sur le tapis, sur le regard de Béatrice qui refusait de se poser sur la table vide. « Vous ne lui avez pas donné ce qu'il voulait immédiatement, » dit-il. « Vous l'avez obligée à chercher. »« Courageuse, mademoiselle. » Elle émit un son qui ressemblait presque à un rire. « Je ne suis pas courageuse. Juste têtue. Je pensais que si je le gardais assez longtemps ici, quelqu'un m'entendrait. Quelqu'un l'a fait, » dit Poirot. Il se pencha vers le miroir tombé, le souleva par son bord intact et le retourna une fois comme pour lui demander s'il avait vu ce que sa maîtresse ignorait. Il le reposa sur la table. « Nous ne le remplacerons pas par un autre. Que celui-ci, comment dit-on au théâtre, représente le rôle. » Legrand était déjà dans le couloir, en voyant un agent fouiller les lieux et un autre à la porte latérale. « Il est reparti par où il était venu, » dit l'inspecteur. « Il n'y a pas de boue sur le plancher du hall. Ou alors il a séché ses chaussures avant de les oser, » murmura Poirot. « Certains hommes ont l'habitude de la propreté comme un second uniforme. » Il s'approcha du rebord et regarda en bas. La descente jusqu'au lit en contrebas n'était pas lourde. Un homme pouvait la franchir sans arracher les arbustes en se balançant et en lâchant prise proprement. Il leva la tête et regarda non pas la nuit, mais la chambre, la lampe silencieuse, le fil du raccommodage de Béatrice qui avait cassé 1 heure plus tôt sous l'effet d'une émotion excessive. « Vous devez dormir ailleurs ce soir, » dit-il. « Clam-Grilly vous trouvera une chambre sans fenêtre perméable, fermée à clé, et n'ouvrez à aucune voie jusqu'au matin. » Elle hocha la tête. « Monsieur Poirot, » murmura-t-elle, « pardonnez-moi, j'ai essayé. »« Tu as fait plus qu'essayer, » dit-il, « tu as prévenu. » Il laissa Legrand à ses dépositions
et traversa le couloir pour rejoindre la salle de billard. Le sol portait encore une légère trace de craie près du coin où Edward s'était placé pour tirer au hasard. Sur la plinthe, presque dissimulée par le pied du pupitre du marqueur, une trace de cette même poussière pâle effleurait la surface d'un doigt. Poirot sortit son mouchoir et, avec un soin méticuleux, souleva un fil qui reposait à moitié sur la moquette, à moitié sur du hêtre poli, fin à longues fibres, teint d'un bleu marine foncé, qui paraissait noir à la lumière de la lampe. Il le leva. Le fil avait été cassé, non coupé. Son extrémité était effilochée, comme une raccommodeuse l'aurait réprimandé. Il pensa au fil cassé de Béatrice. Il pensa aussi à un homme en bras de chemise, dont la manchette avait accumulé de la cendre dans son pli et de la craie à l'extérieur, et qui n'aimait pas qu'on remette en question ses habitudes. Le gendarme revint du domaine avec un signalement de traces de pas qui n'en étaient pas. La pluie les avait aplatis. À la porte latérale, cependant, une trace d'humidité s'était formée sur le loquet, là où une main s'était posée un instant de trop. Le grand de la renifla et grimaça. Des spiritueux forts. Orange? Demanda Poirot. L'agent ne put répondre. Poirot n'insista pas. Le nez est comme la conscience. Il s'effraie lorsqu'on l'appelle à témoigner. Ils réunirent la maisonnée dans le salon, non pas pour une enquête, mais pour un bref et sérieux compte-rendu. Le visage de Delacroix, pendant le récit, était celui d'un homme qui avait appris à payer les intérêts de ses vieilles dettes jusqu'à ce que l'arithmétique devienne une personnalité. La colère d'Edward s'enflamma et se calma en l'espace d'une phrase. Le docteur Finch resta immobile, avec une immobilité qui aurait été un repos s'il n'avait pas aussi été une opinion. Madame Grillet parut horrifiée qu'une fenêtre à l'étage ait été utilisée à mauvais escient comme une insulte. Poirot ne dramatisa pas. Un homme entra dans la chambre de mademoiselle Cole et prit un carré de linge plié, dit-il simplement. Ce n'était pas un acte de violence. C'était un acte de peur. On craint que le passé, une fois révélé, ne révèle un visage insupportable. Nous n'allons pas demander à mademoiselle Cole de dire ce qu'elle a gardé. Il suffit qu'elle l'ait gardé. Et maintenant c'est fini. La voix de Finch était aussi académique qu'une note de cours. Nous devons donc présumer que cet intrus appartient à ce toit. Ne présumez de rien, dit Poirot. Observez, il porte un gant incorrect ou fait semblant. Il se déplace avec une prudence qui évoque un homme habitué à réprimander les domestiques du regard. Il ne laisse aucune flaque où un pied imprudent écrirait son nom. Il choisit un escalier de service connu surtout de ceux qui rapportent et transportent. Il sait aussi que Miss Cole a le réflexe de conserver et non de détruire. Ce sont de petites choses. Frises ensemble, elles forment un portrait plus honnête que l'ovale d'un cadre. Edward écarta les mains. Si c'est bien le théâtre que vous nous aviez promis, monsieur Poirot, au moins nous avons passé le fastidieux deuxième acte. Ou le deuxième acte, répondit Poirot avec humour. C'est là que le public commence à soupçonner le mauvais homme pour les bonnes raisons. C'est le moment que j'aime le moins. Il laissa les lignes de son regard se poser un instant sur chacun d'eux. Béatrice s'était calmée. Sa peur s'était muée en une mince et courageuse défiance. Delacroix commençait à avoir l'air malade. Trop de mémoire était mauvais pour la circulation. Les yeux de Finch s'étaient rétrécis, non pas nécessairement par culpabilité, mais par la concentration d'un esprit qui n'aimait pas qu'on lui demande de montrer son fonctionnement. Édouard observait Poirot avec cette politesse figée qui, sous la pression, se muait en insolence. Lorsqu'ils furent congédiés, Poirot resta devant la cheminée. Il souleva de nouveau le dôme d'un pouce seulement, pour laisser l'air remuer ce qui se trouvait en dessous. Le bracelet était resté tel quel, mais sa carte portait maintenant une seconde petite échymose sur le bord opposé, la marque d'un autre clou, plus court, mieux entretenu. 2 visiteurs curieux, donc. L'un plus tôt, l'autre plus tard. Chacun avait voulu voir si la carte dissimulait un nom. Ce n'était pas le cas. Elle dissimulait un vide. Mais le vide, bien placé, est aussi éloquent qu'une signature. Il remit le dôme en place et se rendit enfin dans sa chambre. Sur sa table de chevet, il disposa, avec le calme d'un homme posant des pièces sur un échiquier, les objets du jour, le fragment de Paris carbonisé,
la perle de verre ovale, le fil semblable à la nuit, une tête d'épingle de craie pâle enveloppée de papier, le télégramme qui promettait un retour à Brighton et qui avait en réalité escorté un vol, et enfin un morceau découpé dans son propre buvard portant en relief les lettres que la bibliothèque avait tenté d'oublier. Malzil les pressa, puis les frotta. Il les regarda et ne vit pas des trophées, mais de la grammaire. La phrase qu'il formait manquait toujours de verbe. Avant de s'endormir, il écrivit une ligne sur une carte vierge et la glissa dans sa poche pour le lendemain matin. Elle contenait la question qu'il poserait lorsqu'il les réunirait à nouveau. Il croyait qu'une seule personne répondrait. Il croyait aussi qu'en répondant, il ne s'entendrait pas parler. Dans le couloir, la petite horloge de parquet sonna l'heure avec une autorité apologétique. Quelque part à Greystone, un miroir, l'un de ces nombreux miroirs mineurs qui font grandir les domestiques et rapetisser les dames, crépita sous l'effet de la chaleur. Poirot ferma les yeux, et dans l'obscurité derrière eux, la maison prit la forme d'une confession pas encore prononcée, mais inévitable comme l'aube. Le matin à Greystone arriva comme s'il coulait doucement d'une cruche. La brume se dissipa, les pelouses reprirent leur mensonge sur l'innocence, et la maison recommença ses politesses mécaniques. On attisa le feu, on déposa les tasses, on ouvrit et ferma les portes. Poirot invita tout le monde à se rendre au petit salon. Il se tint là où il se tenait auparavant, là où la lumière éclairait une moitié de son visage et laissait l'autre attentive. Il ne commença pas par des discours. Il commença par une question écrite la veille au soir sur une petite carte qui reposait maintenant, entre son pouce et son index, comme une pièce de jeu. Lorsqu'ils furent installés, Édouard trop droit sur sa chaise, Béatrice plus petite que son ombre, le docteur Finch aussi calme qu'un diagnostic, Delacroix, son charme soigneusement mis en veilleuse. Poirot leva la carte et sourit. « Dois-je lire à haute voix le nom écrit sous le petit dôme de verre ?» demanda-t-il aimablement, comme s'il proposait un jeu de société. La question flottait, légère comme la poussière et 2 fois plus révélatrice. Béatrice tressaillit. Non pas de culpabilité, mais au souvenir d'avoir failli se la poser. Le regard d'Edward se porta sur la cheminée, puis revint comme un réflexe qu'il aurait préféré ne pas avoir. Le docteur Finch ne regarda pas le salon. Il se fixa sur la bouche de Poirot, le seul instrument ici peut-être qui pouvait le blesser. Delacroix parut légèrement amusé, comme quelqu'un qui a trop vu de spectacle pour craindre un nouveau tour. Poirot retourna la carte. Elle était vierge. Seuls 2 visages se détendirent, les 2 mauvais. Le souffle de Béatrice s'échappa dans un léger soupir d'excuse. Elle s'attendait à ce vide, car elle avait eu le courage et le besoin de regarder. Les paupières du docteur Finch s'abaissèrent légèrement puis se releva, un soulagement intérieur qu'il ne parvenait pas à refouler. L'expression d'Edward se crispa. Il avait regardé aussi, mais pas seul. Il se demandait quelle autre curiosité avait été plus discrète que la sienne. « Merci », il dit doucement Poirot, comme s'ils avaient répondu autre chose. Il fit glisser le mot blanc. « Voyez-vous, la curiosité est comme un manteau. On peut emprunter le style d'un autre, mais il sent toujours bon chez soi. » Le grand fronça les sourcils. Si la carte est vide, qu'est-ce que ça prouve? Qu'un de nos amis savait qu'il était vide avant que je ne le retourne, répondit Poirot, et qu'un autre l'avait soupçonné, craint et espéré. Ce ne sont pas des crimes, mon ami, ce sont des cartes. Il se tourna vers les aspects pratiques, comme si le fait de mettre fin au tour de passe-passe avec la carte l'avait mis d'humeur à s'occuper des meubles. Nous allons parler de 3 petits détails. D'abord, le téléphone. Mademoiselle Pritchard, au bureau de change du village, se souvient d'un monsieur qui avait demandé le consigne à bagages. Une phrase précise et professionnelle. Non consigne à bagages. Pas vestiaire un gentleman qui parlait bas et avec mesure. Devant lui, une dame disait mal, au pluriel, et je me suis corrigé. Dans le buvard de la bibliothèque, je trouve le mot malaise pressé puis frotté. Qui était à la bibliothèque à 11h19? Le regard d'Edward exprimait la naïveté d'un homme qui choisit entre 2 vérités inutiles. « Je l'étais, dit-il. L'inspecteur a demandé que personne ne sorte.
J'ai compris que cela incluait les jardins. J'ai écrit un mot à mon notaire et, oui, j'ai envisagé d'envoyer chercher ma propre malle en ville. Vous pourrez l'examiner à son arrivée. Elle contient des vêtements d'hiver et de l'ennui. Très bien, dit Poirot, acceptant le mensonge pour ce qu'il valait. Et vous, docteur? Monsieur Greaves a passé un appel pour vous à cette heure-là. J'ai téléphoné à l'hôpital, dit Finch d'un ton neutre. Si mademoiselle Pritchard a mal compris, c'est parce qu'elle préfère les hôtels aux salles communes. Le langage de la précision n'est pas réservé aux seuls médecins. La moustache de Poirot tressauta. Elle appartient aux hommes qui préfèrent que leur nom soit obéissant. Très bien. Ensuite, le petit gant mal porté dans la chambre de mademoiselle Cole. Un gant gauche boutonné à l'intérieur est gênant pour une main droite, naturel pour une gauche. Mais on peut le simuler. Il y a aussi, cependant, l'habitude des pieds. L'homme qui est passé par le chemin de traverse hier soir s'est mis à écouter sur son coup de pied droit avec la patience de quelqu'un habitué à attendre devant les portes. La boue me le dit parce qu'elle aime davantage le pied droit. Elle l'a tenu plus longtemps, je pense. Il regarda non pas Finch, mais derrière lui, à un homme dont la profession le maintient debout dans les couloirs pendant qu'on prépare les gens, dont les chaussures apprennent à être silencieuses, celle d'un médecin peut-être, ou d'un clerc de notaire, ou son regard glissa vers les coups de pied immaculés d'Edward, puis se détourna. Un gentleman qui apprend à faire les 100 pas. Le crayon de Legrand bougea. Le visage de Finch resta immobile. Edward parvint à esquisser un sourire sec. « C'est ici que vous me demandez de vous montrer comment je boutonne mes gants, Monsieur Poirot? On pourrait en faire une matinée. » « Une matinée serait perdue, » dit Poirot calmement. Troisième point, l'odeur. La malle que nous avons ouverte hier soir respirait le cèdre, le papier et un doux antiseptique. Le garde-manger contenait des écorces d'orange laissées par un homme qui boit de l'alcool par consolation et non par vice. Le loquet de la porte latérale dégageait la même chaleur. Notre portier à Piccadilly ne pouvait dire ce qu'il sentait sur le monsieur qui cherchait à accéder à la malle. Et pourtant, il l'aurait qualifié de propre. Poirot inclina la tête, une petite politesse mélancolique. Carbolique et loyal. Il sert là où il sert. L'expression de Finch s'est alors légèrement modifiée. On trouve une odeur partout, dit-il, même quand il n'y en a pas. J'y trouve une habitude. C'est, répondit Poirot. On se lave les mains avant de toucher au passé. C'est bien rangé. On croit que le passé nous remerciera de ne pas laisser de traces. Il y eut un silence, de ce genre qui donne envie aux meubles de craquer. Puis le grand s'éclaircit la gorge. « Docteur Finch, votre visite au marié hier soir. »« À 10 heures ?» dit le médecin. « Il se trompe s'il dit le contraire. Sa main sent l'iode, pas le phénix, » dit le grand. « Il dit que tu es arrivé en retard, pas aux premières lueurs du jour, et que tu as apporté une lanterne. Ce qui est étrange, car il manque un verre à la lanterne de notre arrière-cuisine, et celle de l'écurie brûle salement. Si tu avais porté l'une ou l'autre, la suie serait sur tes poignets. Vraiment. » La voix de Finch était presque polie. « J'ai peut-être emprunté celle du maître d'hôtel, qui est bien entretenue. Peut-être, » admit Legrand avec la même politesse, « ou peut-être que cette visite est une anecdote, et que votre première visite au garde-manger était pour boire un verre, comme vous l'avez écrit dans votre déposition, parce que vous aviez parlé au téléphone et que vous aviez besoin de rincer une gorge qui avait menti. Il était plus proche d'une arrestation que d'une théorie. Delacroix se déroula non pas par peur, mais parce que les vieux os n'aiment pas les chaises longues. Les mains de Béatrice se crispèrent sur ses genoux, comme si elle tenait quelque chose qui leur avait échappé. Poirot leva la main. « Doucement, inspecteur. La tentation d'arrêter un homme parce qu'il ment est universelle. C'est aussi malsain. Nombre d'innocents mentent. Ils mentent pour protéger autrui, pour se protéger de l'embarras, pour préserver une réputation qui ne supporte pas la lumière du chagrin. Nous collectionnons les mensonges, certes, mais nous n'y vivons pas. » Legrand ferma son carnet avec la résignation d'un homme à qui l'on rappelle qu'il est en compagnie d'un artiste. « Alors, où habitez-vous, monsieur Poirot ? » « Dans les petits arrangements, » dit Poirot. «
dans le pouce où le tabouret a bougé à gauche, dans la clé qui peut tomber sur le tapis, sur un fil de soie, dans le miroir frappé d'un point fixe par une main qui ne tremblait pas, dans la montre qui a égratigné un linteau peint lorsque son porteur s'est penché pour regarder un taxi partir à l'aube, dans le mot point mal écrit puis frotté, et dans la phrase consigne à bagage, par une voix qui aime les règles. Il se tourna très doucement vers Béatrice. Oh, et par pitié, ce qui est le plus dangereux des arrangements. Elle croisa son regard sans savoir, peut-être, pourquoi il était revenu vers elle. « Et j'ai gardé ce que j'ai pu », murmura-t-elle, « jusqu'à ce que je ne puisse plus. » Il hocha la tête. C'était suffisant. L'homme qui est entré dans votre chambre portait un gant incorrect et une écharpe. Il ne vous a pas frappé. Il vous a volé et s'est enfui. Ce n'est pas l'acte d'un meurtrier. C'est celui d'un homme qui a peur d'un bout de papier. Qui a peur du papier? L'homme dont la vie peut être changée par un nom, pas le français. Ses péchés sont tissés, pas écrits. Pas la compagne. Sa honte serait l'amour qui n'a pas de reçu. Pas l'inspecteur. Il est marié à l'ordre. Peut-être. Il laissa tomber le mot comme un mouchoir. L'héritier. Ou le médecin. Ou les deux, pour des raisons différentes. La bouche d'Edward se durcit. Je ne me laisserai pas tenter par des insinuations. Tu ne le feras pas, approuva Poirot. Tu seras mis à l'épreuve par la géométrie. À midi, nous monterons à l'étage et contemplerons une fois de plus une pièce où une femme était assise devant un miroir. Je te montrerai comment un verrou fonctionne sur commande, comment une clé tombe, et pourquoi le coup qui a brisé le verre a pu être porté par une personne se tenant là où un seul d'entre vous se tenait la nuit dernière, à l'heure où vous prétendez avoir dormi. Je te montrerai aussi quelque chose qui manque, et qui est plus bruyant que l'objet volé. Puis, ce soir, quand la maison se réunira, je prononcerai un nom. Le grand haussa les sourcils. Ce soir? Ce soir? Répéta Poirot presque tristement. Je n'en ai pas encore fini avec les vivants. Il les congédia avec courtoisie. Seul Delacroix s'attarda, et lorsque les autres furent partis, il dit, de la voix d'un homme qui a appris à apprécier les petites dignités, « Si le certificat manque, c'est peut-être mieux. Les documents blessent plus les vivants qu'ils n'honorent les morts. » Poirot le regarda sans ironie. « Parfois, monsieur, l'absence est le document le plus retentissant. » Il jeta un coup d'œil vers le salon où s'ouvert le bracelet reposait comme une confession qui avait appris à paraître innocente. « Ah, si aussi soit bainte fianafas et tsende. Il y avait un enfant. C'est peut-être tout ce qui compte. Peut-être pas. » On tut pour changer une phrase, était à n'était pas. Delacroix inclina la tête comme devant un autel. « Et dans le miroir? » « Dans le miroir, on voit ce qu'on attendait, » dit doucement Poirot. « Mais quand le miroir est brisé, on voit ce que la main préférait, pas ce que le visage a montré. Nous remettrons la pièce en ordre à midi, et alors quelqu'un découvrira que sa préférence l'a trahi. » Il se détourna avant que le Français puisse le remercier. Dans le couloir, la femme de chambre passa avec un panier de linge et détourna les yeux, non par culpabilité, mais par superstition. Le meurtre tache même les tissus légers. Poirot s'arrêta en haut de l'escalier, toucha la rampe polie du bout des doigts et écouta la maison se calmer une dernière fois. L'ordre, pensa-t-il, revenait de lui-même comme un chien honteux d'une gambade. Il n'aurait plus qu'à siffler une fois de plus. Alors, enfin, Greystone s'assiérait quand on lui dirait. La lumière de midi pénétra dans le cabinet de toilette tel un verdict, pur, inévitable, sans chaleur. La maisonnée s'y rassembla dans une obéissance inquiète. Edward, pâle et raide comme un fil de fer, Béatrice frêle mais posée, le docteur Finch immobile, les mains jointes comme s'il s'acquittait déjà de sa tâche, Delacroix appuyé sur sa canne, le spectre de l'ironie abandonné, et le grand sombre, son carnet fermé. Poirot se tenait là où Lady Clarissa s'était assise devant son miroir, les éclats désormais effacés, mais leur souvenir intact dans chaque éclat du sol poli. Il commença sans cérémonie. Nous revenons, mes amis, dans cette salle, car c'était le premier acte de la représentation et son dénouement. Vous vous souviendrez que la porte était verrouillée de l'intérieur, la clé sur le tapis, le miroir brisé,
Vous vous souviendrez aussi que la blessure à la tempe de Lady Clarissa était précise, ni chute, ni frénésie. Au début, cela semblait un mystère de mécanique. Maintenant, c'est une histoire de peur. Sa main fine et précise indiquait l'air comme pour tracer des lignes que lui seul pouvait voir. Lady Clarissa, avant de mourir, brûla quelque chose. Un fragment de photographie, peut-être une lettre, par crainte du retour d'une vérité depuis longtemps enfouie. Elle était autrefois Cecil Warrington. Elle avait eu un enfant, dont elle dissimulait l'existence au monde. Monsieur Delacroix apporta les reliques de ce passé, le bracelet, le certificat, la photographie. Mais avant qu'elle puisse tout détruire, la mort vint la première. Et la mort avait le sourire d'un infirmier. Le visage du docteur Finch resta impassible. « First toujours, Serious. Vous voulez dire moi ?» Le regard de Poirot croisa le sien. « Non, docteur. Je voulais dire l'habitude. Vous l'avez simplement prêté. » Il s'approcha de la coiffeuse et en prit le petit miroir à main trouvé dans la chambre de Béatrice, dont la surface craquelée était maintenant nettoyée. Ce miroir a été frappé du même angle que celui de Lady Clarissa. La gauche vers le bas avec maîtrise. Elle était assise là. Son assassin se tenait derrière elle, non pas avec rage, mais avec détermination. Le verre fut brisé pour simuler un accident, puis tu as un petit tour de passe-passe avec la clé. Un fil dans le nœud, la porte verrouillée, la clé tirée vers l'intérieur et laissée tomber. Une conjuration aussi simple qu'une énigme pour enfants, mais suffisante pour tromper. Edward changea de position. « Tu n'as aucune preuve de ça. » Poirot tourna le miroir, laissant la lumière pénétrer le long de sa fracture. « La preuve, c'est la géométrie, monsieur. Le coup est venu de quelqu'un de plus petit que Lady Clarissa assise. Ce n'était pas vous. Votre bras aurait frappé plus haut, ni monsieur Delacroix, qui n'était pas dans la maison. C'était quelqu'un habitué à se tenir à côté de sa chaise, à l'assister avec une efficacité discrète, à soulever des tasses, à ajuster des lampes, à mesurer des tirages, toujours à sa gauche. Béatrice murmura « Le docteur ». Poirot hocha doucement la tête. « Oui, docteur Finch, qui vient à toute heure et ne laisse aucune trace si ce n'est la propreté. Il est venu vers 10 heures, peut-être. Il est resté jusqu'à minuit, peut-être plus longtemps. Il lui a parlé de sommeil et de mémoire. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait oublier. Et il a donc décidé de l'aider. La voix de Legrand était sèche. Vous l'accusez de l'avoir tué parce qu'elle s'est confiée. Je l'accuse de l'avoir tué par crainte d'être démasquée, dit Poirot. Lorsque la malle arriva à Piccadilly, il s'y rendit pour constater que son contenu lui avait été refusé. N'ayant pas réussi, il téléphona de la bibliothèque, prétextant un dossier perdu, pour réclamer la malle au nom de la dame. Il comptait y retirer ce qu'il craignait déjà, un certificat le désignant comme le père de l'enfant que Clarissa avait caché. Tel était, messieurs, le prix d'une indiscrétion parisienne. Lorsqu'il apprit qu'elle avait parlé du retour de la malle à mademoiselle Cole, le danger grandit. Il ne pouvait pas risquer qu'elle la lise. Il revint ce soir-là, son petit sac et son salut phéniqué à la main, pour s'assurer du silence absolu. Le docteur Finch perdit son calme. « Folie », dit-il, même si le mot était trop bas. « Je ne l'ai jamais touché. Ma main était sur son pouls, certes, mais c'était pour mesurer, pas pour arrêter. Alors comment expliquez-vous, dit doucement Poirot, la trace de phénix sur le cadre brisé, là où une main s'est stabilisée? Comment expliquez-vous cette même odeur sur le tissu de la malle, sur le loquet de la porte utilisée par l'agresseur de mademoiselle Cole, sur le verre de la lanterne, que le majordome a trouvé manquant et a rapporté plus tard dans votre chambre? Vous vous êtes bien essuyé, docteur, mais jamais complètement. La propreté a son ironie. Le docteur retrouva son sang-froid, son intelligence polie se brisant pour révéler le vide caché derrière. Elle allait tout gâcher. Elle voulait lui dire... La voix d'Edward me frappa. Dis-moi quoi? Que vous n'étiez pas son héritier, dit Poirot en se tournant vers lui avec une compassion discrète. Que la fortune, le nom, le domaine, tout devait revenir à une œuvre caritative fondée en mémoire de son enfant disparu. Vous deviez hériter juste de quoi assurer votre confort. Le docteur Finch avait géré ses affaires, l'avait conseillé, de trop près, trop longtemps.
Lorsqu'il découvrit ses intentions, il comprit ce que la vérité lui coûterait. Sa réputation, sa carrière, sa femme à Londres qui le croyait irréprochable. Alors, il tua non par passion mais par panique, les plus bas mobiles déguisés en clémence. Le visage de Finch blêmit sous l'effet du déni. « Elle m'a supplié », dit-il soudain, sur le ton non pas de la confession mais du souvenir. Elle a dit qu'elle ne supportait pas son reflet, qu'elle ne voyait pas le visage qu'elle avait trompé. Je lui ai seulement donné ce qu'elle demandait, je le jure. Le regard de Poirot ne vacilla pas. Non, docteur. Vous lui avez donné ce que vous vouliez croire qu'elle demandait. Vous lui avez donné le silence, pas la paix. Et ensuite, vous avez arrangé la scène comme vous arrangez un corps dans une salle commune. Propre, sans sang, sans témoin. Mais même vous ne pouvez pas mettre de l'ordre dans sa conscience. Le grand s'avança. Ça suffit. Docteur Finch, vous venez avec moi. Le médecin n'opposa aucune résistance. Il se tourna vers le miroir et, pour la première fois de sa carrière, se vit tel que les autres le voient. Petit, épuisé, irrémédiablement humain. Vous ne comprenez pas. Hein, murmura-t-il. Je l'ai sauvé de la disgrâce. La voix de Poirot était douce, presque bienveillante. Et ce faisant, mon cher, vous n'avez préservé que votre propre bien. Lorsqu'il fut parti, le silence qui suivit ne fut pas un soulagement, mais une délivrance. Béatrice pleurait doucement. Delacroix baissa la tête, murmurant une prière qui semblait venue d'un siècle plus ancien. Édouard se tenait à l'écart, contemplant la coiffeuse comme s'il voyait enfin une femme et non un héritage. Poirot se tourna vers Legrand. « Vous trouverez dans le coffre sous la fausse doublure la copie du certificat qu'il cherchait. Il l'a emporté, mais il n'a pas pu le détruire sans laisser de traces. Il l'a scellé à nouveau ce matin, pensant ainsi protéger son mensonge auprès de la défunte. » Legrand hocha lentement la tête, comme s'il craignait que la parole ne perturbe le fragile équilibre entre la vérité et l'épuisement. Poirot ajusta sa cravate devant le miroir refait, son reflet petit mais parfait. « C'est fini, » dit-il doucement. « Il y aura du chagrin pour tous, mais aussi de la paix. Les miroirs ne se brisent qu'une fois. Les reflets perdurent. » Béatrice, à travers ses larmes, murmura « Comment as-tu su que c'était lui ?» Poirot sourit. « Parce qu'il s'est lavé trop tôt, mademoiselle. Les coupables nettoient toujours avant que la tache ne soit incrustée. Les innocents attendent qu'on leur dise où se trouve la saleté. » Plus tard, alors qu'il descendait la longue allée vers la voiture qui l'attendait, le vent soufflait faiblement à travers les haies d'ifs. Derrière lui, Greystone était de nouveau silencieuse, ses vitres intactes, sa symétrie retrouvée. Legrand le suivit jusqu'au portail, son carnet sous le bras. « Tu crois qu'elle lui aurait pardonné ?» demanda-t-il. Le regard de Poirot se tourna vers la maison, désormais baignée d'une lumière qui rendait chaque surface immaculée. « Ah, mon ami, » dit-il doucement, « le pardon est pour Dieu. Il suffit que nous ayons de l'ordre. » Et sur ces mots, Hercule Poirot souleva son chapeau, monta dans la voiture qui l'attendait et fut emporté sur la longue route, laissant derrière lui une maison qui, pour la première fois depuis des années, pouvait supporter de se voir dans le miroir.